Bonsoir, bonsoir, il est 21h sur Nid Radio, il est l'heure de retrouver votre émission du jeudi soir. Pourquoi je dis le mardi soir? Du jeudi, ça commence. Non, l'émission du jeudi soir, parce que effectivement le talk show, c'est le jeudi soir et le mardi soir, c'est pour ça. Bonsoir Claire. Bonsoir Martial, comment vas-tu? Très bien, et toi? Super. Donc on super, est là. Et on a de super invités, donc moi ça va très bien. Et quelle émission ce soir, effectivement, on aura beaucoup de choses à dire. Et pour un sujet qui tient à cœur, bien sûr. Tout à fait. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir. De retour à l'antenne. De retour, vous m'avez manqué, vous ne savez même pas à quel point. T'as fait exprès de tomber malade, je suis sûr. Ah non, si seulement. Et alors ce soir le thème c'est j'ai repris, alors c'est pas le vouloir, j'ai repris le titre directement du livre de Pascal Maquin, c'est Quand les ados prennent le pouvoir, c'est le thème de ce soir. C'est un thème important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et justement on pouvait pas faire cette émission sans avoir Pascal Maquin. Donc Pascal, bonsoir. Bonsoir. Donc effectivement on va parler d'ici quelques instants de ton livre et il y a beaucoup de choses à dire et il est très intéressant. Nous on le conseille clairement, on l'a lu. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Oui, complètement. Et il y a des conseils et tout, c'est vraiment très intéressant. On le montre effectivement donc à la caméra. C'est Quand les ados prennent le pouvoir aux éditions Le Courrier du Livre. On va en parler d'ici quelques instants avec toi Pascal. Et nous avons ce soir également Jérôme qui est le président de l'association Tio Story. Bonsoir. Voilà, qui est déjà venu donc dans les studios. Tout à fait. Mais ce soir il est là pour autre chose par rapport aux jeunes en difficulté. Exactement. Jérôme va finir par dormir ici. Je crois il va J'ai une petite banquette à côté. Il va prendre pouvoir. On vous rappelle que si vous voulez téléphoner en direct pour poser des questions à Pascal Maquin, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0 970 446 123. Que l'appel est non surtaxé et qu'on se fera un plaisir de vous accueillir à l'antenne. Vous nous suivez également sur l'application Nid Radio et sur le site de nidradio.fr. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez nous envoyer des messages en direct et on les lira, effectivement, les messages qui tombent. Le chat live directement à l'antenne. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et ce soir, c'est Claire qui est au standard pour accueillir... Histoire de changer pour accueillir vos appels. Je vous propose avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons écouter un titre qui pourrait, je pense Pascal, le correspondre, enfin un petit peu. C'est une chanson de Tal, Le sens de ta vie. Et si on écoute les paroles, il y a beaucoup de choses par rapport à des jeunes qui se cherchent ou des choses comme ça. On écoute ce titre et on se retrouve juste après. On est en direct à 23h. Le sens de ta vie, Tal sur Nid Radio. On est ensemble pour le talk show en direct. Alors, on sait pas ce qui se passe. Il y a Terence qui fait une éruption dans son studio. Il veut plus partir en fait, c'est ça. Voilà, il veut plus partir. Terence que vous retrouvez tous les jours de 19h à 20h pour le classement. Voilà, nous rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, quand les ados prennent le pouvoir. Alors Pascal, avant de parler un petit peu de ta carrière, pourquoi avoir écrit un livre effectivement sur quand les ados prennent le pouvoir? Parce qu'en fait, on rappelle, c'est un livre sur des conseils que pour les parents. C'est plus un livre pour dédramatiser les situations avec les adolescents en fait, parce que les parents ont une vraie souffrance face à cet être qui a changé. C'était leur petit enfant qui prenait dans leurs bras. Voilà, il leur disait va dans ta chambre quand il faisait une erreur et ça passait. Et d'un coup, on a un jeune qui a la voix qui a mué, qui a des boutons et qui te dit mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Je t'ai dit non, c'est non. Voilà, donc c'est un peu bon là, je grossis les traits, mais c'est ça. Et en fait, quand j'ai lu des ouvrages, je voyais tous ces parents qui étaient toujours en difficulté. Je me disais mais comment les aider? Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui existait comme ouvrage. Dans ma carrière, ça a toujours été un petit peu... J'ai toujours aimé lire, en fait. Et j'ai regardé et je me suis dit, mais pourquoi il y a que des docteurs en sciences de l'éducation qui écrivent? Pourquoi il y a que des psychologues qui écrivent? Ça veut dire qu'en fait, un éducateur, il ne sait pas écrire. En fait, c'est juste parce que je pense que dans leur tête, ils se disaient, j'ai pas la légitimité. Alors qu'ils sont sur le terrain, ils sont face à des ados, ils mettent en place des outils. Mais pour eux, c'est presque naturel. Il n'y a pas forcément... Même la formation, elle est théorique, mais... On est plus dans l'expérimentation de terrain quand on est éducateur. Et en fait, c'est ça que je voulais retranscrire dans ce livre, c'est du bon sens, en fait, concrètement.
Ouais, parce que Claire, on en parlait effectivement hors antenne. C'est vrai qu'il est très intéressant parce qu'il parle sur vraiment sur tous les sujets des jeunes qui sont qui vivent des difficultés et puis alors surtout moi je trouve comment expliquer ça. Aide-moi Claire. Déjà, il faudrait pour ça que tu approfondisses un peu ta pensée. Ce qu'on n'a pas compris. Alors, en fait. on peut l'aider. Moi, je veux bien t'aider, Non, mais Marcia, mais on a l'impression que à l'heure actuelle, les jeunes sont de plus en plus révolutionnaires à partir de, je sais pas déjà, je dirais même entre 12 et 13 ans, alors que dans le temps, effectivement, ça se passe pas comme ça. Révolutionnaire ou précoce ou justement Alors, je sais pas, est-ce que c'est précoce, est-ce que c'est Non, on paye en fait le système éducatif français. On paye cette espèce de mode qu'il y a eu à un moment donné de dire que l'enfant avait toujours le choix et qu'il fallait lui demander toujours le choix. Et c'était une sorte de pédagogie qui est encore aujourd'hui un peu en cours, et on a transformé les enfants un peu en rois avec l'histoire de l'enfant roi. On leur a dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire, quand, pourquoi, mais tu sais, mais attends, mais tu choisis tout ce que tu veux. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, on n'a pas toujours le choix dans la vie. Et du coup, maintenant, il se passe que les enfants, ils ont plein d'informations par les réseaux sociaux, par Internet, des informations qu'ils n'arrivent pas à utiliser concrètement. Mmh. Et en fait, ce flot d'informations, ça leur donne une fausse maturité. Ils connaissent plein de choses, ils sont au courant de tout, ils ont en plus l'impression du coup qu'ils ont le choix de tout, donc ils peuvent se permettre de répondre, de pas accepter l'autorité des gens. Et en fait, on n'est pas vraiment grand. Et on est face à des jeunes comme ça. Et on se retrouve face à eux. Et forcément, oui, effectivement, ils sont souvent à l'encontre de plein de principes parce qu'ils ont choisi leurs propres principes. Et c'est ça, ils ont la connaissance, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts à appliquer tout ce qu'ils ont, et effectivement, ça peut partir très très vite à volo et surtout à tout niveau, sur Bien tout sûr. domaine, et très facilement et vraiment à tous les âges, que ce soit à partir de 11 ans jusqu'à 18 ans, on va dire l'âge adulte. Mais bon, maintenant c'est vraiment encore une sociétal. fois, voilà, c'est ça. Maintenant, encore une fois, de plus en plus, les enfants restent chez eux aussi, enfin chez les parents. Donc effectivement, où se termine vraiment l'adolescence en fait. Enfin, moi, c'est même la question au final que je me suis posée à la fin du livre. Où se termine vraiment l'adolescence? On ne sait pas. Ça dépend vraiment des. Mais je l'ai dit dans le livre. Voilà, vous avez mal lu le livre. Non, en fait, ça c'est calculé. En fin de compte, c'est vraiment l'indépendance financière aujourd'hui. C'est-à-dire, quand est-ce que je suis plus ado? Le jour où j'ai plus besoin de mes parents financièrement. Là, je deviens un adulte, concrètement. Bien sûr, après, il y a des dispositifs un petit peu physiologiques, psychologiques qui peuvent se mettre en compte. Mais quoi qu'il arrive, au niveau de la société, on n'est plus adolescent aujourd'hui quand on est financièrement responsable. Donc, on peut s'assumer. Voilà. Ouais. Quand il n'y a plus cette épée de Damoclès de j'ai besoin de mes parents pour vivre, pour faire des activités, pour voilà. Jérôme? Non, je trouve que le bouquin est intéressant parce qu'il donne aussi il parle de situations vraiment précises dans la transformation de l'enfant à l'adolescent et après de l'adolescent à l'adulte et à l'indépendance financière, comme tu le disais. Donc, c'est vrai que c'est plutôt bien fait en plus parce que c'est divisé par type de situation. Donc, en plus, on peut s'y repérer comme dans un guide, en fait. Donc, c'est plutôt facile d'accès en plus, je trouve. Pascal, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile à l'heure actuelle de gérer un ado? Bah carrément, parce qu'en fait, on a la société contre nous, comme je dis, ça va être très dramatique, je vais dire, mais c'est une réalité. Être ado aujourd'hui, déjà on se questionne sur notre avenir, et en plus de ça, l'avenir il est pas du tout radieux. La France aujourd'hui, il y a le terrorisme, des choses qui n'existaient pas à ce point-là avant. Il y a le chômage. On entend vraiment des choses tellement négatives, et on est déjà nous négatifs parce qu'on est ado et qu'on est déjà mal dans sa peau. Et se positionner face à ce nouveau monde où il faut être sûr de soi très rapidement, à prendre des décisions très rapidement, avoir vite un cursus scolaire parce qu'il faut faire des études, mais qui sont en même temps cohérentes par rapport à un métier, parce que sinon on n'a plus le temps. C'est vraiment ça. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est très très dur d'être un adolescent. Donc d'être parent d'ado, forcément, puisque c'est dur d'être adolescent, par extension, c'est dur d'être parent d'ado. Claire? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est effectivement, ça doit être vraiment c'est beaucoup plus difficile d'être adolescent maintenant qu'avant. Et après, il y a aussi les parents qui ne font pas, du coup aussi beaucoup les parents qui ne font pas assez confiance à leur enfant et qui brident de plus en plus. Enfin voilà, là on est vraiment encore dans autre chose. Mais il y a aussi ça en fait qui fait que davantage les enfants ont du mal à passer cette période, je pense. Du coup, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux adolescents, que l'adolescence se termine quand on est financièrement indépendant. Je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi, je pense que du coup, ça va être un fait
mais psychologiquement, l'adolescence pour moi c'est un ressenti. Ça va pas être, ça va pas être. La société nous dit que bon, on est adolescent quand on n'est plus adolescent quand on est financièrement indépendant, mais psychologiquement, pour moi il y a une différence. Enfin, il y a une différence à faire, quoi. Il y a quelque chose à marquer. Physiologiquement, oui, puisque la puberté, tout simplement, on a un vrai curseur qu'on peut pas renier. Par contre, psychologiquement, on est ado. Pourquoi ? Parce qu'on est rattaché à ses parents. Et qu'on est rattaché à ses parents. Pourquoi ? Effectivement, on sera toujours rattaché à ses parents, normalement, si on est aimant et qu'ils nous aiment. En revanche, financièrement, si on est rattaché à ses parents, c'est dans cette démarche que je dis. Si on est rattaché à ses parents, on est adolescent, de fait, par la société, par le besoin d'avoir des finances de ses parents, donc de demander quelque chose à ses parents, d'être redevable aussi en retour. Et du coup, on est dans cette position d'adolescent et on peut pas se construire en tant qu'adulte. Mais effectivement, il y a des particularités en fonction des parents qui veulent pas que leur enfant grandisse aussi, qui ne donnent pas les moyens à leurs enfants, pas l'autonomie. Mais très souvent, ces parents-là, justement, ils restent là financièrement. Ils restent là. Oui, c'est vrai parce que au final, moi dans mon entourage, j'en ai pas mal des parents comme ça. Je m'en aperçois de plus en plus. Et effectivement, financièrement, ils sont présents et ils voient ça comme une compensation, on dirait. Mais c'est vraiment ça. Et ils ne voient pas du tout la façon dont le vivent leurs enfants. Mais donner de l'argent, c'est plus facile que de dire tu sors où en soirée, mais avec qui et tout. Tu me donnes juste le numéro d'une personne. Là, c'est des conflits. Écoute, je te donne 20 € pour prendre ton taxi pour revenir. Le cadre. J'ai fait mon travail de parent. Bon courage. Mais c'est vrai que le livre que tu as écrit, je pense que ça peut aider quand même beaucoup les parents, parce que je pense que de plus en plus les parents se posent des questions. J'ai l'impression que, comme tu le disais, effectivement, c'est beaucoup plus difficile maintenant de gérer un ado. Est-ce que tu penses qu'une séparation ou quelque chose qui est arrivé au niveau familial peut déclencher un comportement qui est complètement... ça se trouve, un ado, il peut être bien jusqu'à un certain âge, il y a une séparation, ou il y a un décès ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu penses que c'est ça qui peut déclencher justement que l'ado prenne le pouvoir et prenne le dessus par rapport aux parents ? Oui, parce que là, je l'ai vu dans mes émissions, en revanche, parce que dans mes émissions, je suis en immersion, contrairement au métier où je suis pas en immersion. Et du coup, c'est clair et net que quand on est ado, on est égocentrique. On pense à son propre souci. Déjà, on est dans un grand souci interne. On se dit, mais tout est mauvais. En fait, on m'en veut, je suis pas bien. Et du coup, on va devoir se concentrer sur les problèmes de mes parents. Mais non, mes parents, ils ont pas de problème normalement. C'est mes problèmes à moi, c'est mon problème, c'est mon bien-être qui compte avant tout. Et quand on doit se concentrer sur un autre problème comme ça, ça crée un déséquilibre. À la base, un ado, il veut pas du tout de choses négatives. Donc, pas forcément des parents qui tombent au chomage. Toutes ces choses, un décès, c'est des choses et s'il voit ses parents effondrés, mais s'ils sont effondrés, comment ils vont me soutenir moi qui suis déjà pas bien? Et là, effectivement. Et ça peut être dramatique parce que, et en plus, il y a l'autre position où les parents, du coup, ils sont plus alertes sur leurs enfants parce qu'ils sont enfermés dans leurs problèmes. Et quand on a un adolescent, malheureusement, il faut voir à 360, ils voient plus qu'à 180 degrés. Et là, ils oublient plein de choses et il y a une situation qui commence à se construire. Et quand on se réveille, des fois, il y a déjà une addiction ou des choses depuis de plusieurs années et c'est compliqué à revenir, quoi. Jérôme ? Moi, je suis assez d'accord sur la problématique du flux d'informations aussi avec les écrans, et que tout ça est assez déprimant finalement, parce que je pense que l'adolescent, il a plus la possibilité de rêver sa vie. Je réfléchissais en me disant que je venais dans cette émission et je me suis dit quand même que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont débordés par tout ce qui est Internet, les smartphones, et que effectivement l'ado, il a accès à toutes ces infos. Alors c'est un côté vraiment un peu grisant parce que on peut tout découvrir, on peut tout voir, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Le rôle des parents au milieu de tout ça, qui eux-mêmes sont, je pense, souvent dépassés par ces accès-là. Il y a la télévision aussi qui a un véritable problème qui se substitue aussi, qui éduque les enfants déjà tout petits. C'est-à-dire que le rôle de parent, c'est je mets l'enfant devant la télévision et malheureusement, se limite à ça. Toutes les séries qu'on a qui mettent en avant la violence, les meurtres, il y a tellement de séries qui sont autour de ça maintenant et avec des gamins qui sont devant. Et puis le dernier truc qui me venait à l'esprit, c'est toutes ces séries de télé-réalité qui sont regardées par énormément d'ados et qui sont diffusées à des heures de sortie de classe, de lycée, collège, où on met en avant quand même l'idée qu'il faut clasher absolument avec l'autre, s'insulter parfois,
Et donc tout ça, toutes ces informations-là agglomérées dans la tête d'un gamin, c'est sûr que pour se construire soi-même et être serein, c'est quand même très très compliqué. Oui. Pascal ? Bon, il a raison, mais on peut pas fermer les gens. En fait, malheureusement, on peut pas enlever ses enfants de la réalité de la vie. C'est-à-dire que quand ils vont aller dans leur collège, ils vont avoir des discussions sur des choses qu'ils sont censés avoir vues. Je dis pas qu'il faut les mettre devant les télé-réalités. Je suis contre la télé-réalité. C'est sûr de ça se fait de la télévision. Mais ça dépend de quelle télé-réalité. Encore une fois, je mets des guillemets. C'est le discours des parents derrière qui est important. Là, en ce moment, il se passe une chose, c'est qu'il se passe on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de prostitution dans la télé-réalité. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette information, elle commence un peu à se balancer sur les réseaux sociaux. Il y a des discussions d'ados, des ados qui commencent à se poser des questions en se disant, mais attends, mais en fait, c'est ça leur vie? C'est de se prostituer? Mais alors attends, mais je comprends pas, mais pourtant ils ont l'air d'être trop bien, etc. Et ils commencent à moins rêver de la télé. Moi, je pense que le vrai problème, c'est pas vraiment la télé-réalité, c'est que ça fait rêver les jeunes et que ça devient leur but principal dans leur vie. Moi, j'ai des tonnes de jeunes, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils te disent, pas moi, attends, moi j'ai vu un gars, il poste sur Instagram des montres, il fait 10 000 euros par poste. Mais combien il y en a d'élus comme ça? Ça me fait penser, avant on rêvait d'être footballeur. C'est la même chose, ça s'est transformé. Mais d'être footballeur, mine de rien, il y a un travail de fou. Il faut vraiment bien souffrir. Et il faut être capable d'oublier toutes ses passions et de faire que ça. Mais là, c'est plus le cas. C'est vraiment facile. On a l'impression, parce que c'est pas si facile. La preuve, il y a des dérives derrière. Et voilà. Et c'est bien d'avoir ce discours avec les jeunes, de leur dire, pas d'être que négatif, mais leur dire, attention, t'aimes la télé-réalité, mais tiens, regarde comment se passe un tournage. En tant qu'adulte, on peut se renseigner. Tu vois, ça, c'est forcément joué. Parce que tu vois, il y a 2 caméras. Quand ils disent qu'ils sont cachés derrière un Troen et que personne ne les voit, c'est faux. Il y a 3 caméras, il y a tu vois, c'est une émission télé. Donc, je suis complètement voilà. d'accord. Et il faut leur montrer le curseur entre ce qui est vrai, parce que moi je vois dans mon émission, il y a énormément de choses qui sont vraies. Mais il y a forcément des caméras, donc forcément il y a des choses des fois qui se passent. On ouvre des portes, on rate l'ouverture de porte, on peut nous dire réouvre la porte. Par contre l'ado, on va jamais changer ce qu'il fait. Mais la télé-réalité, c'est un autre enjeu. Il y a beaucoup d'argent. Donc là, on peut pas se permettre de faire du vrai, parce que le vrai, on va pas avoir ce qu'on veut obtenir. Et plus il y a d'argent, plus les chaînes, il faut qu'ils aient ce qu'ils veulent obtenir rapidement. Tout à fait. Voilà. Lucrèce ? Ouais, moi, je suis complètement d'accord parce que du coup, je suis un petit peu dans ce milieu par ce que je fais à côté. Et je vois qu'effectivement, les enfants, enfin les jeunes, pour eux, sont de vrais modèles. En fait, vraiment, ils s'identifient à eux. Quand on va à des événements et qu'il y a des personnalités de télé-réalité et qu'il y a des ados autour de nous, il faut voir à quel point ils sont émerveillés face à eux. Et c'est vrai que moi, qui suis un petit peu aussi contre, même si je suis un petit peu dans le cursus, c'est vraiment déroutant. Et pour l'instant, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que c'est une question que je me pose. Comment on va faire avec la génération qui arrive, ou moi, si j'ai un enfant, comment est-ce que je fais? Du coup, c'est vraiment très perturbant, on va dire. Oui, parce qu'effectivement, l'adolescent qui regarde la télé-réalité se met carrément dans le personnage d'un des personnes qui est dans la télé-réalité. Et c'est vrai que c'est affolant, parce que ce qu'on voit en télé-réalité, c'est très affolant. C'est pas du tout la bonne image qu'on peut avoir, et que l'adolescent va prendre effectivement comme modèle, quoi. Mais c'est le terme télé-réalité qui est inquiétant. Parce qu'en fait, avant, on avait Hélène et les garçons. Je vais pas rester pour un vieux. Hein, non, on avait mais Hélène et les garçons. Qu'est-ce qu'il y a comprend. comme différence avec Hélène et les garçons au final? Concrètement, à part que la société a changé, que la différence, c'est qu'on la promesse, c'est de la réalité. Mais non, c'est pas de la réalité, c'est une émission de télé avec des gens qui sont scriptés. Avec un gars, on lui dit, t'aimes Diana. J'ai coaché des gens de la télé-réalité, que je ne citerai pas. J'en ai suivi même des gens qui faisaient des burn-out après la télé-réalité, que j'ai aidé par le sport, par une discussion. Et j'en ai encore aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des faux couples. On leur dit, tu te mets avec Romain en couple. Tu te mets avec lui. Et même après, ça cause des problèmes dans leur vie perso, parce que des fois, ils sont en couple. Oui, tout à fait. Mais Ouais, pour bien revenir sûr, dans la télé-réalité, on leur ouais. dit, si tu veux revenir dans la prochaine émission, on te remet avec Romain. Mais attends, mais moi je suis avec Brian, on est amoureux. Oui, bah c'est comme ça. Et en fait, les ados, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent limite. Mais je pense qu'après le problème, c'est qu'ils se désengageraient de ce genre d'émission. C'est qu'à un moment donné, il y a des cours en classe, on parle vraiment de comment se fait un tournage, comment ça marche un tournage, combien d'équipes il faut dans une genre de tournage. Tiens, regardez, on regarde des séquences de télé-réalité avec eux. On fait, tu vois cette séquence avec un gars qui est habitué du cinéma. Tu vois, elle est filmée par 2 caméras, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est à droite, un qui est là. Donc ce qu'ils disent là, c'est impossible que l'autre il ait pas vu. Impossible, puisqu'ils sont filmés. Et puis tu vois, par exemple, il a plus de pile dans son micro. Là, ils vont lui mettre une pile. Donc forcément, il y a une coupure. Donc, et ça, il va falloir à un moment donné que quelqu'un, mais même moi, je pense que le milieu enseignant, il a un rôle à jouer. Il leur dit, oh les enfants, ce n'est pas de la réalité. C'est très intéressant comme démarche, effectivement. Effectivement, moi-même, je m'étais dit, ça serait bien que dans les milieux scolaires, ils montrent les coulisses, comment ça se passe, l'envers du décor.
Donc pour les plus chanceux qui peuvent avoir des plateaux près de chez eux, voire même organiser des sorties comme ça. Mais ils le font pas. Ils font pas venir. Ils font sur la télé-réalité. Ils font pas venir les gens. Mais d'ailleurs parce que justement Non, c'est très bien pourquoi. Il y a du vrai, la télé-réalité. Les gens sont vrais. C'est-à-dire que c'est leur vrai. Mais sauf qu'on va les orienter. Certaines fois, ils se rendent même pas compte qu'ils sont orientés eux-mêmes. On leur met dans une case, on les pousse petit à petit. Et eux-mêmes, ils deviennent comme ça presque. Ils deviennent leur personnage. Mais c'est le côté télé-réalité qui joue, justement. Et après, il y en a qui sont totalement fake, qu'on a rajouté dans l'émission parce qu'il faut qu'ils fassent du clash, parce qu'il manque des séquences. De toute façon, c'est pas difficile. Je vais être très rapide. Je vais expliquer juste un système. Ça marche par moment fort, la télé-réalité. En gros, le réalisateur, il dit voilà, aujourd'hui, il nous faut 10 moments forts. Si on n'a pas 10 moments forts, on va les créer. En général, ils les ont pas parce que là, à bout d'un moment, les gens, peut-être au début, mais après ils sont dans une baraque, ça fait un mois ils se connaissent, et ils ont plus rien à se dire. C'est là, il y a plus rien dans le frigo. Ils ont fait le tour. Donc, c'est l'anniversaire de Melinda. Allez, gâteau d'anniversaire, allez, on danse, déguisez-vous. C'est ça la télé-réalité. Les enfants qui m'écoutent, les jeunes, ça c'est exactement la télé-réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, vous le savez, vous regardez et vous dites, bon, si je veux faire ça plus tard, je vais aussi faire des études, je vais faire d'autres choses, je vais pas forcément me coiffer tout le temps comme eux. On peut en faire la télé-réalité, mais je suis conscient que je vais jouer un rôle. Voilà. Le message tombe sur effectivement le chat live de Nid Radio. Oui. Alors il y a Julie qui nous dit au top Pascal, le grand frère j'adore grave. Merci Julie. On a Sylvain qui nous dit Pascal il tue toujours au top, je kiffe. On a également Linda qui nous dit j'adore son livre. Et alors merci, justement si jamais ils veulent téléphoner qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Par exemple Linda, tu peux nous parler du livre. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement si Est-ce que tu es une adolescente tout simplement ou est-ce que tu es une mère de famille au 0970 446 1 2 3. On rappelle que le numéro n'est pas surtaxé, donc ils peuvent appeler autant qu'ils veulent. Et on reste dans les messages. Moi, j'ai un très joli message de la part de Ludovic qui nous dit merci à vous d'offrir ce genre d'émission pour évoquer des sujets parfois difficiles comme l'éducation, les jeunes ou les parents en difficulté. Et donc voilà, les parents en difficulté qui vous écouteront ce soir ou qui liront le livre de Pascal trouveront peut-être des réponses, un réconfort, un espoir pour leur redonner un équilibre dans leur vie. Une attention particulière aux difficultés auxquelles ils doivent faire face. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. C'est super joli, moi je reste. C'est des beaux messages. Des beaux messages. On continue. Alors effectivement, Pascal, alors à la base, un très grand sportif. En fait, mais depuis l'adolescence. Ouais, en fait, j'étais athlète de haut niveau. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'éducation parce que quand t'es athlète de haut niveau, moi j'ai vu ça comme une chance. D'autres gens à côté de moi, pas forcément. Et moi je me disais, mais je peux faire toutes les études que je veux. J'ai des profs qui viennent à l'INSEP et tout, c'est la victoire. Tu choisis tes formations, c'est tellement dur aujourd'hui de faire des études. On dit que c'est gratuit, mais c'est totalement faux. C'est pas vrai, c'est pas gratuit les études. Et donc du coup, je me suis dit, mais attends, c'est trop bien. Et je commençais à m'intéresser un peu à tout. J'ai fait un peu de psychologie. Bon, j'ai fait qu'1 an, parce que après ça m'a trop théorique, ça m'a saoulé. Et je me suis intéressé un peu à tout, et c'est comme ça que petit à petit j'ai passé diplôme dans l'animation. J'ai commencé comme ça. J'ai dit avec l'INSEP, si on faisait quelque chose avec des jeunes en même temps. Je leur apprends le taekwondo, je vais dans des quartiers sensibles. À travers le taekwondo, je leur donne des valeurs. Ok, pas de souci. J'ai commencé à monter des créneaux avec la ville de Bobigny, Aubervilliers. On a commencé à monter des choses. J'ai même travaillé dans les prisons comme ça. Enfin, ça, c'est par la suite. Et j'ai commencé à amener vraiment le sport comme moyen éducatif, mais je répète bien que ce n'était pas ma seule méthode éducative. C'est-à-dire que pour moi, un éducateur sportif ne peut pas éduquer un jeune. Il peut lui donner des bases éducatives par rapport au sport, mais il lui manque des choses. Parce qu'en ce moment, il y a la grande mode de mettre des grands frères. Ils sont revenus de ça. Ils avaient arrêté, mais ils sont revenus. Je sais pas ce qui se passe. Des grands frères dans les cités. Des gars qui étaient délinquants avant. Faut bien se rappeler que les gamins ont vu faire des conneries. Et quelqu'un qui vont leur dire, viens boxer avec moi, ça va te changer ta vie. Moi, ça m'a changé ma vie. Mais mon gars, tu connais quoi? Qu'est-ce que tu peux apprendre à des jeunes? Ils t'ont vu faire des conneries. Ouais. Et en fait, ce système-là, il avait été oublié. Malheureusement, il revient parce qu'on est dans un nouveau système. On a fait une boucle. En fait, c'est une boucle, l'éducation. Dans tous les pays, c'est comme ça. C'est une boucle. Et là, maintenant, c'est ça et les militaires. Mon enfant, il va pas bien. C'est à cause du service militaire qui existe plus. Mais les services militaires n'éduquent pas les gens. Les services militaires, ils prennent des gens éduqués. Ils n'ont pas vocation d'éducation. D'ailleurs, ils le font pas. Moi, j'ai des jeunes que j'ai voulu réinsérer. Ils voulaient être à l'armée. Ils étaient pas assez bien éduqués. Voilà. Ils avaient pas assez de bons principes. Ils sont jamais restés. Ils les ont virés au bout d'une journée. C'est terminé, ça. Est-ce que le sport, justement, peut changer un adolescent, le calmer ou qu'il se mettre, en fait, à faire un sport et qui peut l'éviter, peut-être, de faire des conneries, comme tu dis? Moi, je prône pas le sport pour tous. Je pense qu'il faut juste avoir quelque chose qui nous accroche. Je pense que si c'est que les réseaux sociaux et les télé-réalités et tout, c'est dangereux. Je pense qu'il faut une passion. Quand on est passionné, on met de l'énergie dedans.
Ça nous permet d'être moins stressés, d'être plus positifs, et aussi de prendre confiance en soi. Et à l'adolescence, c'est très important. Ça peut être du théâtre, ça peut être de la peinture. Moi, j'ai toujours incité les jeunes à développer une capacité. Tout le monde a une capacité de départ. Un truc qu'on aime bien, ça peut être la fibre artistique, peu importe. Moi, j'ai des gens qui sont pas sportifs, des ados, je leur force pas à courir, je leur dis pas, tu vas courir, ça te fera du bien. Mais bien sûr que non. Ils détestent ça. Pas grave. T'as le droit de détester ça. Par contre, attention. Tu fais quelque chose. Moi, je suis parent d'un ado, je lui dis, le soir, tu rentres 2 fois par semaine, tu fais quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, tu choisis. On essaye plein d'activités, théâtre, dessin, mais tu fais quelque chose. Et ça, c'est le plus important à l'adolescence. Faire quelque chose d'autre que son quotidien. S'obliger à être face au groupe. Pourquoi pas? Des théâtres pour les timides, ça peut aider. La radio, pourquoi pas, hein? Mais rien que ça, une émission de radio. Quelque chose pour exulter, tout ça. C'est ça. Et tu fais quelque chose, c'est pas dans les jeux vidéo H24, voilà. On a les messages qui continuent à tomber. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, là. Il y en a eu plein d'un coup. Il y a Marie-Claire qui nous dit bonne idée de Lucrèce, même s'il me semble que il y a des professeurs qui font de l'analyse de la télé-réalité, comme ils font aussi de l'analyse de films. On a Héloïse qui nous dit Pascal, l'homme modèle. Oula, c'est des fous. Heureusement qu'elle connaît pas tous mes dossiers. Hein. On a également Titi qui nous dit je remettrai le service militaire, moi. Romain qui dit j'adore Pascal, j'adore son émission, même si des fois c'est un peu trop joué. Voilà, je répondrai après. Voilà. On a également Titi, je pense que c'est toujours par rapport au service militaire qui nous dit que c'était indispensable maintenant. Michel féminin, Michel Le, qui nous dit Pascal le professeur. Le professeur. Et Chloé qui nous dit de Arcueil, Pascal, on te voit pas. Alors il peut se retourner et on le verra à la caméra. Voilà. Voilà, on dit c'est vraiment. Pas un fake, on m'a pas mis genre un déguisement. C'est Pascal Maquin, il s'appelle Robert en fait. Il est boulanger. Donc. Alors je pense que Pascal, tu voulais revenir par juste rapport rapidement, à Romain. je vais pas monopoliser la parole avec ça, mais je fais plus l'émission parce que je fais une autre émission. Enfin, je suis sur un autre concept. Après, c'est un peu secret pour l'instant. Alors, donc du coup, je peux en parler vraiment encore mieux puisque j'ai plus du tout de menottes. Aujourd'hui, j'ai aucune chaîne, donc je peux dire ce que je veux sur l'émission aujourd'hui. L'émission Pascal le Grand Frère n'est pas jouée, et là je vais mettre un guillemet. Ça dépend comment c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle émission que vous faites, si moi je veux être quelqu'un, je suis quelqu'un. Vous le verrez pas, je vais venir, je vais vous faire croire que je suis quelqu'un d'émotif, et je vais commencer à pleurer. Je vais vous faire croire que j'aime les jeunes, je vais vous faire croire que j'aime les jeunes. Après derrière, vous savez pas ce qui se passe. Moi en tout cas, et ça je le dis bien, et tous ceux qui sont travaillés avec moi, ils pourront l'attester, j'ai jamais fait autre chose que mon métier d'éducateur. On n'a jamais réussi, on m'a jamais incité parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas, sinon ils auraient pu le faire parce que les chaînes sont très fortes pour ça, à être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'ai dormi dans toutes les familles, malgré les conditions qui étaient dramatiques à la fin. Je précise bien, j'avais des cafards dans ma valise. Je précise bien ce qui se passait dans les familles, d'accord? Si je ne critique pas les familles, ok? On peut avoir des cafards, si on fait pas attention, ça peut aller très vite. Des fois, on arrive dans un endroit, il y a déjà des cafards, voilà. J'étais dans des familles qui étaient en grosse dérive sociale. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'est de me dire que ces familles-là étaient obligées de nous appeler pour être aidées. Là, je me questionnais là-dessus. Parce que, je vous le dis, encore une fois, il y a un montage dans Pascal le Grand Frère. Il est bien évident qu'une semaine de tournage, imaginez-vous qu'on ne peut pas mettre une semaine de tournage à la télé, dans une émission qui dure 1 heure et demie. Donc oui, c'est sélectionné. Oui, c'est sélectionné pour orienter un public. Effectivement, on prend les séquences qui vont plaire à un public en fonction. Mais si on a notre personnalité, on peut pas nous faire jouer quelque chose. Et l'ado, encore moins. Par contre, il y a des petits malins qui prennent des ados très dociles, donc qui ont des problèmes psychiatriques que nous, on a refusé. Je précise bien que nous, je regardais les cas, on m'a toujours présenté les cas, et ça m'est arrivé de refuser des cas parce que j'ai vu des choses dans les vidéos où je me suis dit, je ne pourrais jamais les aider. Et ces cas-là étaient pris par d'autres émissions, et on les faisait tourner parce qu'on se disait qu'on pourrait leur faire ce qu'on veut. Et donc, c'est pour vous dire que ça dépend quelle production, ça dépend quelle valeur on met derrière ça. Voilà. Et donc, dernière chose, la télévision n'a pas vocation à éduquer. Je le répète bien. Moi, je suis venu dans des familles, et j'ai aidé des familles, et j'ai mis des solutions, mais malheureusement, ou heureusement, je ne peux pas tout faire. Ça veut dire qu'il y a à peu près 60% de réussite. Pour vous donner une idée, dans mon métier d'éducateur, il y a 20% de réussite. Pourquoi il y a 50% de réussite? Parce qu'on n'a pas les freins politiques que je me mangeais à H24 quand j'étais éducateur. On a des moyens illimités. Et on vit chez les gens. Vivre chez les gens, c'est le meilleur truc que j'ai fait dans toute ma carrière, et c'est pour ça que j'ai adoré faire cette émission, parce que c'est la seule chose que je ne pouvais pas faire en vrai, je mets des guillemets, et que j'ai fait à la télévision. Voilà à peu près l'explication de Pascal Grand Frère.
Moi, je propose qu'on fasse je vais dire à chaque fois, je me plante quand je dis ça. Et bien, voilà, une page musicale. Et on se retrouve juste après. Alors là, encore une fois, j'ai choisi ce titre parce que ça peut donner comment dire. Kinvey, quand il a fait cette chanson, c'était pour dire on peut réussir, on peut croire en nos rêves et réussir. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette chanson, La vie du bon côté, de Kinvey. À tout de suite. On est en direct jusqu'à 23h. Kinvey, La vie du bon côté sur Nid Radio. On est en direct pour le talk show du jeudi soir avec Lucrèce Claire, notre invité Pascal Maquin, qui effectivement a écrit un excellent bouquin. On vous le conseille. Je vais l'expliquer depuis tout à l'heure. Il est excellent, magnifique, merveilleux. C'est gentil. Non, parce que merci. Bon, en fait, c'est de la merde. Voilà. Allez, casse-toi, t'es un ringard. Ça, c'est ta télé-réalité. Là, voilà, c'est ça. C'est bon, avec ta télé-réalité, de toute façon, tu t'appelles pas Pascal, t'appelles Michel, on le sait très bien, donc arrête. Donc Jean-Luc, maintenant tu arrêtes. fait ça de la trop de fois. Non, mais les gens ils savent très bien que quand je dis quelque chose, c'est que vraiment je le pense, parce qu'autrement je ne le dirais pas. Et oui. Je le conseille effectivement ce livre, parce que il y a dans ce livre il y a des solutions. Effectivement, moi je pense que les parents qui ont du mal à gérer un adolescent, ça peut vraiment les aider à surmonter, parce que c'est de plus en plus. Avant, je trouve qu'il n'y avait pas ce problème-là, et depuis on va dire quelques années, je dirais peut-être une dizaine d'années, où l'adolescent a totalement changé. Alors, est-ce que la télé-réalité a fait quelque chose? Est-ce que la facilité qu'on leur donne tout, la facilité qu'ils ont déjà un portable à 10, 11 ans, ou il y a plein de choses qui peut déclencher, et je trouve que c'est de plus. Est-ce que tu confirmes à peu près 10 ans? Non, mais nous on était étonnés, avec l'équipe, parce que je parle avec l'équipe, parce que en privé c'est très différent, mais avec l'équipe de tournage, on était étonnés des cas, c'était de pire en pire. Et de plus en plus tôt, on nous appelait pour des enfants de 10 ans, quoi. 10 ans, mon fils il me frappe, il m'insulte. J'ai dit mais non, c'est pas possible. Et en fait, effectivement, moi j'ai vu les années, mais en années, je parle pas en dizaines d'années. C'est-à-dire que chaque année, les âges ils reculaient. Les problématiques adolescentes, ils arrivaient à 10 ans. À la fin, c'était 10 ans. Ouais, c'est fou. Et en fait, on avait de plus en plus de mal à trouver des familles qui rentraient dans le cadre de l'émission, parce qu'à 15 ans, les mômes, ils étaient trop loin, quoi. 15 ans, les petits, ils avaient fait des trucs, mais je dis, mais on peut pas aller voir des délinquants. On peut pas les aider dans une semaine. Un délinquant, il faut tout un processus, quoi. Tu peux pas. Et en fait, c'était hyper dur. Et c'est vrai que maintenant, pourquoi? Parce qu'on leur demande aussi d'être plus grand, plus vite, comme je dis, parce que on leur demande en même temps d'avoir le choix, mais en même temps, on leur demande de se dépêcher de faire un choix. C'est assez très drôle, mais ils ont peu de temps en fin de compte, parce que effectivement, il faut vite rentrer dans le marché du travail, mais pas trop non plus, parce que tu comprends, c'est hyper compliqué. Jérôme? Oui, je dirais, nous, avec notre association, on fait des animations justement sur les 3-11 ans dans les foyers, donc qui sont des enfants qui sont dans des situations quand même pas très glorieuses, malheureusement. Et nous, on leur apporte justement un moment assez simple, avec de la lecture, des histoires interactives. On joue un peu avec eux, il y a du coloriage, l'initiation à l'orthographe, au calcul, et dans un cahier ludopédagogique qu'on leur donne. Et c'est vrai qu'on remarque que quand on les sort de tous ces écrans, etc., en fait, ça marche. Il n'y a pas... je pense que l'enfant, on peut développer sa capacité à rêver, je pense, malgré tout ça, en fait. On parlait hors antenne de l'importance de la lecture. Je pense que ce qui est important, c'est de développer son imaginaire et de rêver, en fait. Nous, notre association, on est vraiment axé sur cette idée-là, que quand on croit dans ses rêves, tout devient possible, en fait. Voilà, avec du temps et de l'ambition, bien sûr. Enfin, faut du boulot. Tout ne vient pas tout seul, tout cuit. Mais moi, je pense que les enfants n'ont pas changé. Mais les temps sont plus les mêmes, comme tu le disais. C'est que en fait, maintenant, c'est de plus en plus rapide. Il faut prendre des décisions. Ça va vite, ça va très très vite. Et le temps de l'insouciance de l'enfant, pendant lequel, nous jeunes, on a eu le temps de se construire tranquillement. Alors qu'il y avait des polémiques, je me souviens quand j'étais petit, on avait le club Dorothée et puis Dragon Ball Z. Ken le survivant, c'était plus de polémique. Ken le survivant, voilà, alors violent, que on a grandi nous au milieu de tout ça, dans cette déferlance de violence à l'époque, mais qui n'est rien comparé au monde dans lequel on vit aujourd'hui, en fait, où la violence elle est omniprésente et le sexisme aussi. Alors que finalement nous on a eu la chance de grandir, je pense un peu plus tranquillement finalement.
Et en ça, on est peut-être moins violent parce que la violence aussi, c'est l'incompréhension, c'est l'envie de s'exprimer aussi. C'est une façon de s'exprimer qui fait que peut-être dans une société où on a toute cette pression, on sait plus trop comment gérer tout ça et puis on l'exprime par un biais qu'on trouve peut-être un peu simple. Pascal? Mais pourtant, on a eu les chansons de Dorothée, on pouvait se rebeller quand même. Hein. C'était violent hein, quand tu prends ça quand t'es petit, ça peut faire des vraies séquelles. C'est violent, mais pas la même Bon, si tu nous écoutes Dorothée, on est désolé, je rigole, hein, c'est du mot. J'avais ton album. Pardon. Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, ce qu'il dit, c'est totalement vrai. Et c'est une belle analyse. Et puis, ce qu'il fait, c'est magnifique. Hein, je veux dire, le bénévolat aujourd'hui, c'est tellement dur parce en plus, on nous demande de faire des choses. C'est bénévole. On demande limite d'être un chef d'entreprise en étant bénévole. Enfin, je sais ce que c'est. J'en ai fait énormément. Et je trouve ça super bien qu'il y ait des gens qui s'impliquent comme ça sur ce genre de jeunes. Et il a raison. Cette analyse, elle est vraie. C'est que c'est dur maintenant d'être face à des enfants et il n'y a pas d'insouciance. Le réalisme, il leur saute au visage. C'est-à-dire que ils appuient sur Facebook pour une application, un jeu, ils se mangent des gens qui se font trucider. Ils voient des gens qui se font décapiter, quoi. Mais c'est sérieux. Et là, ils voient que c'est sérieux. C'est pas genre une émission télé. Nous, Ken le survivant, ça restait un dessin animé. Effectivement, c'était violent. Voilà, t'avais envie de faire des katas à ton voisin, lui couper le bras et tout. Bon, c'était quand t'es un peu fou. On essayait, hein. Mais ça marchait pas, on n'est pas de ça. À distance avec les doigts. Ouais, mais c'était un dessin animé. On voyait que c'était un dessin animé. Je veux dire, on les avait en BD, on avait des jouets. Aujourd'hui, il n'y a pas de jouets de gamins qui sont en train de trucider des gens. Enfin, les massacres qu'on a vus dernièrement du terrorisme, on n'a même pas le temps de l'expliquer à son enfant qu'il a déjà les images. Et comment on fait pour traiter l'information? Voilà, je travaille toute la journée, c'est le cas des deux parents très souvent aussi, ça c'est aussi un problème peut-être. On travaille jusqu'à 21h, c'est la nounou qui est là, on arrive, il a regardé la télé, mais c'est mangé des trucs de terrorisme, j'ai pas eu le temps de lui expliquer, il a pris l'image. L'information elle y est, ça y est. Elle est arrivée. Claire. Et moi en fait, justement, je rebondissais par rapport à ce que disait Jérôme. J'ai eu un exemple, moi, très concret qui m'est arrivé il y a quelques mois, en regardant Nicky Larson. J'adore, je me souviens. C'était bon ça. J'adorais. Il y avait beaucoup de scènes coupées. Je reconnais, c'est mon péché mignon, il fait partie. Mais voilà, donc en regardant Nicky Larson, mais la version japonaise, donc pas la version française qu'il y avait à l'époque justement. Et en fait, je me suis dit c'est fou parce que en fait, même en regardant le dessin animé là, je me suis dit mais en fait c'est super choquant. Je le voyais pas comme ça moi, mais c'est regarder ça et moi mon fils effectivement qui me dit ah ben non, ça va. Oh là là, mais c'est un fou ce mec. Mais c'est tout. Mais il me dit ça comme ça. Il me dit, il se marre. Et je fais, ah oui, ok, il y a un gros problème effectivement. Et enfin, effectivement, juste avec ce dessin animé là, déjà, je me suis dit, il y a un gros changement, un gros changement, c'est que ça choque même pas avec tous les plans qu'il y a, ne serait-ce que ça. Et j'avais une question justement, Pascal. Alors par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu as rencontré des familles ou des enfants de plus en plus jeunes. Tu disais que ça allait. Ça commençait à 10 ans, où ils commençaient à être odieux. Et c'est même pas odieux, c'est qu'ils ont des envies d'ado. C'est ce qui est le plus inquiétant, il est là, en fait. Combien ils étaient d'enfants dans les familles? Est-ce qu'ils étaient plusieurs? En général, c'est dans complètement des familles variable. Franchement, il n'y a pas vraiment de... Alors, les seules situations qui sont un peu connexes, c'est ils ont toujours un peu des difficultés sociales. Ça, c'est une réalité. Je pense que, et ça va, je vais mettre... un froid dans la vie, mais c'est vrai, le manque de moyens, on a beau faire croire que la culture est ouverte à tous, c'est faux. Quand on a moins les moyens, on a moins accès aux bibliothèques, financièrement c'est compliqué. C'est sûr que c'est plus difficile de cultiver la curiosité intellectuelle sans aucun moyen. Quand on est déjà en train de se poser la question comment on va manger, on a moins la question de se poser est-ce qu'on va au théâtre, même si c'est gratuit, on va aller au musée. Bah non, on va aller au musée, on va peut-être aller au Resto du Cœur, ou voilà. Il faut être réaliste. Et ça joue quand même énormément. Lucrèce ? Oui, moi je suis d'accord parce que du coup je pense que ce que tu disais tout à l'heure, les parents en fait sont complètement omnibulés par leurs problèmes, les difficultés au quotidien, comment faire en sorte que leur enfant ne dorme pas le ventre creux par exemple, enfin je dis n'importe quoi, et du coup ils ont pas ils oublient cet aspect aussi un petit peu cet aspect qu'ils ont en tant que parents, d'essayer d'éveiller leur enfant à autre chose et à la culture, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense aussi qu'on est dans une société, puisque Marcia, tu disais que du coup, si on remarque, c'est que ça fait à peu près 10 ans que c'est la génération, voilà. C'est que quand on regarde finalement, ça fait 10 ans, voilà, Internet, télé-réalité, etc. Les programmes, en fait, ont complètement changé, ont évolué. Et je pense qu'à notre époque, les programmes étaient peut-être
un peu plus adaptés que les programmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans le show, aller toujours plus loin. Avant, je pense qu'on était plus dans essayer vraiment de divertir, essayer de, divertir l'enfant, essayer de l'informer, mais de manière ludique. Là, je pense qu'il y a de moins en moins de programmes comme ça et ça joue. Et effectivement, les parents, ils sont aussi un petit peu démunis face à ça, puisque finalement, comme tu disais, des parents qui travaillent toute la journée, ils n'ont pas forcément le temps de checker ce que vont regarder leurs gamins. Enfin, voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte qui fait qu'aujourd'hui, l'adolescent d'aujourd'hui n'est pas le même adolescent qu'hier. Parce que la télé, c'est un business. Oui, on voilà. n'est pas là pour éduquer. Et je vous le redis encore parce que il y a des gens qui pensent, et je l'ai dit, même pour mon émission, qui reste une émission éducative où j'ai aidé vraiment des gens. Mais si je voulais pas le faire, je pouvais ne pas le faire. Donc c'est pour prouver que la télé est un business. Oui, bien sûr. Il faut bien te mettre en tête que de toute façon, demain il y a une émission, n'importe laquelle. S'ils voient que au niveau des scores ça fonctionne pas, ils feront quelque chose pour que ça fonctionne. Et effectivement, dans certaines chaînes qui sont orientées ados, on joue sur le fait qu'on sait que les ados ils veulent du sang. Ils veulent des clashs. Ils veulent. Et du coup, on leur donne ce qu'ils veulent. Parce qu'on veut qu'il y ait du monde qui regarde. Mais on n'a pas le temps d'orienter leurs pensées afin de les faire changer. D'ailleurs, c'est pas le rôle de la télé. Encore une fois, je ne crache pas sur la télé dans le sens où c'est pas leur rôle. Leur rôle, la vocation, c'est l'école, la famille. Et moi, dans mon métier d'éducateur spécialisé, il faut savoir que j'ai arrêté ce métier. Parce que, politiquement, je me rendais compte qu'on se moquait de moi. Et qu'à un moment donné, j'ai pu accepter de rentrer dans ce jeu des politiques. Parce qu'il n'y a aucune volonté politique, que ce soit de gauche, de droite, aujourd'hui, dans l'éducation. On pense mandat, on pense en 6 ans, change-moi la jeunesse française. Mais ce n'est pas possible. C'est pas des projets qu'il faut sur 6, c'est des projets sur 20. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment le vrai problème. Et je pense que si on veut retransformer les choses, et je l'avais fait à une époque, je m'étais battu avec une intercommunalité pour faire intervenir des éducateurs dans les écoles primaires. Et ça m'a été refusé parce que c'est pas le même territoire. Parce qu'il y a des conseils régionaux, il y a les conseils généraux, c'est pas le même budget. Et on se ferme à cause des histoires comme ça, alors que il suffirait d'être présent dans les écoles primaires, de voir déjà les gamins qui sont déjà en dérive éducative, de les accompagner, de taper un peu sur les parents, parce qu'à un moment, il faut être réaliste. Les parents leur dire, écoute, t'es gentil, mais là, ton gamin, on voit bien qu'il est vrille. Pourquoi? T'as des difficultés? Est-ce que tu t'en fous? Ou est-ce que t'as des difficultés? Voilà. Et on prend les choses en main dès là. Parce que quand on les récupère au collège, comme moi je faisais, et c'est hyper dur. Ils ont déjà fait 5 ans déjà qu'ils ont vrillé, des fois même 10 ans qu'on les récupère. Donc, il faut une volonté politique, parce que on peut dire ce qu'on veut, la politique, on en a besoin pour ça. Et dans ces cas-là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Oui, je suis d'accord aussi. Il en faut. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le système, il est construit pour le après, en fait, quand c'est un peu trop tard. Je pense notamment au service civique avec l'association Unicité, par exemple, qui fait beaucoup dans la réintégration de jeunes qui sont un peu sur le carreau comme ça. Et je trouve que c'est très bien ce qu'ils font, parce qu'il faut bien les récupérer et puis essayer de leur redonner un sens à leur vie, etc. Ils travaillent notamment sur la médiation de jets de déchets dans les cités qui sont faits par les familles puis répétés par les enfants. Enfin, ils font et c'est des jeunes qui vont faire ces médiations, donc c'est vraiment bien. Mais je suis d'accord avec toi que dans le parcours scolaire de l'enfant, quand l'enfant décroche, c'est vrai que c'est un peu comme la précarité finalement. C'est dans les premiers signes de précarité qu'il faut agir, qu'il faut intervenir, et peut-être effectivement qu'il n'y a pas les leviers suffisants dans l'éducation nationale pour ça. Et puis former des gens. Moi je vous dis, j'interviewe dans les collèges, j'ai fait un projet. Dans ce projet, j'étais dans les classes carrément. Alors pour rentrer dans l'enseignement, je sais pas si vous connaissez un peu le système éducatif français, mais pour rentrer dans l'éducation nationale, quand on est éducateur spécialisé, bon courage. J'ai fait des projets mais énormes. J'ai fini par réussir. On m'a intégré dans le collège. Il y avait des gamins hyper durs parce c'était que des jeunes profs qui étaient dans un collège ultra difficile. Je vais pas citer le collège. Et du coup, ils étaient paumés, les profs. Mais vraiment, ils étaient là pour transmettre des savoirs et ils devaient éduquer la moitié des gens. C'est pas leur métier. Donc moi, j'arrivais là. Mais au début, on m'a regardé un peu d'un œil, genre c'est pour qui il se prend. Je me suis pas du tout positionné en donneur de leçons. Bon, j'ai été dans leur salle des profs, je m'en rappelle toute ma vie. Je leur ai dit voilà, aujourd'hui, je vais vous permettre de faire votre métier. C'est-à-dire que vous allez transmettre des savoirs et moi je vais m'occuper de l'éducation avec 2 autres éducs. Et en fait, on a fait ça pendant 2 ans. On a eu un bilan magnifique. On a des gamins qu'on a vraiment récupérés.
On a changé de parcours, on a réussi à faire d'autres choses. Il y en a qui faisaient plus de musique, alors moins de cours. Et au final, en fin d'année, ils avaient des meilleurs résultats qu'avant. Donc voilà, ça prouvait que c'était complètement ridicule le système. Et ben encore une fois, au bout de 2 ans, super résultat. Nouveau principal. Fini. Parce que on est toujours là-dedans, on est dedans, tirer la couverture. On pense que le social, ça nous fait briller parce qu'on veut acheter la paix sociale. On construit des terrains de foot, de city-stade dans les cités en disant ils vont utiliser le city-stade, ils vont arrêter de brûler des voitures. Mais comment ça? Si tu brûles une voiture, c'est déjà que t'es pas éduqué parce que pourquoi tu brûles une voiture? Voilà, c'est ça. Ou et une on est là-dedans, on met des bibliothèque, rustines sur des trous. Et puis un jour, le trou, il est là en ce moment, c'est ce qui se passe. Le trou est énorme. Et il n'y a plus de rustine. Et là, on fait quoi? C'est de la faute de lui, c'est de la faute de tel gouvernement, de tel truc. Ben non, mais c'est de la faute du fait qu'on met des rustines. À un moment donné, on reconstruit une roue, arrête de mettre des rustines. Les émeutes en banlieue, c'était le symbole de ça aussi, Voilà, de ça. cette explosion sociale et Déjà du fait que la société, que les jeunes aujourd'hui, ils ont une image et ils ont pas tort quand on voit les politiques, ce qu'on voit à la télé. J'ai fait un travail sur les politiques dans ce livre et j'en ai fait avec l'Huffington Post où je leur ai parlé un peu de comment on parlait des élections et comment parler politique avec des ados. C'est hyper important de parler politique avec des ados. Ça les fait chier, mais on peut trouver des trucs très ludiques. On peut trouver des jeux parce que moi je me suis dit souvent ça, c'est Game of Thrones la politique. La politique, c'est Game of Thrones. Si on se positionne comme ça, qu'on déguise, on dit aux jeunes, toi, t'es telle personne, t'es tel roi, t'es tel parti politique pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est gauche-droite, etc. Voilà. Mais la politique, un jeune doit s'impliquer dedans. Parce que sans politique, aujourd'hui, on ne peut rien faire. C'est une réalité sur le terrain, on ne peut pas. Et il faut que les jeunes, ils se bougent et qu'ils fassent partie des associations, qu'ils rentrent dans des partis politiques, pourquoi pas, comme bénévoles, qui commencent à s'intéresser, qui commencent à faire changer la politique. C'est comme ça que ça fonctionnera. Parce que là, aujourd'hui, on s'implique pas, puis on se plaint, on dit, les politiques, mais il faut s'impliquer, il faut essayer de bouger. Et il y a des jeunes, on leur donne pas cette possibilité. Dans les communes, on les intéresse pas à la politique parce qu'on n'a pas envie qu'ils voient vraiment le fond des choses. Et même dans les conseils locaux de sécurité, moi j'ai fait un CLSPD, je travaille dans un CLSPD, donc c'est un conseil local de sécurité de prévention de la délinquance. Il n'y avait pas de jeunes. Je dis, mais attendez, pourquoi il n'y a pas de jeunes là? Ah mais tu sais, les jeunes, le débat, il va être orienté. Je dis, ouais, ok. Et j'ai ramené 2 jeunes. Et ils ont dit des choses tellement intéressantes, ils avaient des idées 10 fois mieux que les politiques, mais en plus, tout à fait respectueuses et tout. Et ils disaient ça normal, comme ça, bon. Et ça a très bien marché, donc c'est ça. On se cache derrière quelque chose, on dit ça va pas marcher avant d'essayer. Mais je pense qu'il y a un jeune pour moi, maintenant malheureusement qui n'est plus de ce monde, mais qui avait interpellé un politique, c'était Balavoine quand il avait interpellé Mitterrand. La séquence, elle est encore sur YouTube et elle est encore tellement d'actualité et tellement parlante que effectivement, je pense comme toi que pour changer un système, il faut s'investir soit dans une asso, soit dans un parti politique ou les deux. Mais c'est en rentrant dans ces systèmes qu'on peut les faire changer en fait, parce que sinon si on laisse toutes ces personnes vivre du système, il se passe jamais rien effectivement. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Et les gens de terrain pareil, les éducateurs spécialisés. J'ai écrit un livre là, je disais, mais j'ai parlé avec des collègues qui regardaient mon émission et certains ont très mal vu cette chose. Je comprends toujours pas cette rage, mais bon. Et non mais c'est vrai. Et je leur disais, j'ai valorisé le métier. Parce que pour une fois, on a parlé d'un éducateur spécialisé à la télé. Vous vous rendez pas compte de ce que ça veut dire. Un éducateur spécialisé, pour eux, c'est un bozo. Les gens, on leur dit, ouais, le mec là, qui est habillé avec son châle et son jean là, c'est avec son cuir là, et lui, c'est bon, il raconte ses histoires et tout. Mais il y a des gars, ils sont super intelligents. C'est des études, c'est pas rien d'être éducateur, c'est des longues études. Et c'est exigeant. Et ça demande d'avoir du bon sens, d'avoir des bonnes capacités d'adaptation, d'avoir une bonne résistance au stress. C'est pas rien. Et moi, je pense qu'il faut valoriser ce type de métier. C'est pas parce que c'était mon métier, il faut valoriser ce type de métier et il faut les utiliser, ces gens-là. Moi, j'en ai vu, ils sont fermés dans une assoce, ils font rien. C'est-à-dire qu'on leur donne pas de mission parce que, non, mais on va mettre les animateurs de la mairie parce que les éducateurs, on les connaît pas, ils sont dans une association. Mais on leur donne du fric quand même, prenez les gamins de la cité. Non, les gars, même les autres, ils ont besoin de lui. Va dans les collèges, voit tout le monde. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet qui est très intéressant et Pascal explique vraiment bien les choses. Je propose une page musicale et on se retrouve juste après. Je crois que nous aurons un éducateur également au téléphone qui pourra nous parler de ces ados qui prennent le pouvoir effectivement. À tout de suite, en direct jusqu'à 23h.
Coldplay sur Nid Radio. Non, parce qu'en fait, notre invité Jérôme a ramené des bonbons. Je m'entendais pas dans le retour. Hein. Voilà, Jérôme a ramené des bonbons et effectivement, Pascal disait, on n'a pas le temps de manger de bonbons. J'adore les bonbons, c'est pour ça. C'est mon addiction. C'est la plus grosse addiction pour moi. J'avais rien dit, j'avais déjà allumé les micros, c'est pour ça. Ouais. Bravo. On est toujours en direct jusqu'à 23h. Donc pour cette émission qui est très intéressante, quand les ados prennent le pouvoir. Pascal Maquin est avec nous et c'est vraiment très intéressant d'avoir son témoignage et puis de parler de l'adolescence parce que c'est vraiment compliqué. Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Allô. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir. 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 Alors, je crois que c'est Alexis. C'est ça. Bonsoir Alexis. Donc Alexis, vous êtes en fait éducateur spécialisé? C'est ça. D'accord. J'ai travaillé 2 ans en foyer de l'enfance, dans la protection de l'enfance. D'accord. Et maintenant, je travaille dans autre chose. Je travaille dans un centre d'hébergement d'urgence pour des familles SDF. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et du coup, par rapport à l'émission et aussi par rapport à ce que mon métier, c'est vraiment la protection de l'enfance. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Mais voilà, c'est des adolescents ou des enfants ou des jeunes adultes qui sont placés dans des foyers par l'État, donc par un juge, qui estime qu'ils sont en danger dans leur famille. Et ça, c'est le seul principe pour venir dans un foyer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont violents, ce n'est pas parce qu'ils ont des comportements à risque qui sont placés. C'est vraiment par rapport à une insécurité au sein de la famille. Et du coup, on a en fait tous les styles d'adolescents. Donc il y a des adolescents que vous avez même pu connaître et qui vous ont jamais dit qu'ils étaient en foyer. Ils n'ont aucun problème, ils n'ont pas de problème particulier, juste en famille c'est impossible. Donc voilà. Et en même temps, à côté de ça, il y a certains enfants qui ont plutôt qui sont violents, qui ont des comportements à risque. Moi, j'ai travaillé avec des adolescentes, donc toutes les problématiques qui sont liées aux filles, la sexualité, la prostitution, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Mais faut toujours remettre ça dans son contexte, c'est-à-dire que c'est pas des jeunes qui sont dits du jour au lendemain. Je vais me mettre dans la prostitution, je vais montrer que c'est moi le caïd. Souvent, c'est surtout lié à leur passé. Et ça prend beaucoup de temps pour qu'ils le comprennent et qu'ils changent leur façon d'être. Donc voilà, c'est vraiment du long terme. Des fois, même nous, par exemple, lorsqu'on a des situations qui sont transmises à 16-17 ans, on se dit ça va être très compliqué parce que c'est des choses qui normalement qui sont censées travailler depuis très très jeune parce que ils ont un tel passif qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et par rapport à cela, justement, nous, notre objectif, c'est travailler toutes ces questions-là au niveau par exemple, rien qu'accepter un suivi psychologique, c'est très compliqué pour ces jeunes. En plus, après, il y a un côté aussi où l'État donne de moins en moins de financement, donc c'est aussi de plus en plus compliqué. On a moins de moyens pour pouvoir aider ces jeunes. Mais voilà. Et c'est vrai qu'en fait, dans les foyers, souvent, en fait, voilà, c'est comme des maisons où il y a une dizaine de jeunes. Après, il existe différents types de foyers. Mais voilà, vous imaginez 10-12 jeunes qui sont ensemble comme dans un internat. Sauf que chacun a sa particularité. Justement, des fois aussi, ce côté-là, que chacun ait sa particularité, ça peut aussi créer des tensions et des frictions. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des jeunes qui viennent, comme je vous ai pu vous le dire, pour des problèmes de prostitution, qui vont en parler aux autres jeunes, et ça va donner des idées aussi aux autres jeunes. Donc, elles arrivent déjà avec un problème, mais au final, comme elles sont dans un foyer, ça leur rajoute aussi des problèmes. Donc ça aussi, c'est un côté où c'est très compliqué. Et inversement aussi, il y a des leaders positifs, des jeunes qui arrivent, qui gardent quand même en contact avec leur famille, parce que voilà, c'est aussi des fois où juste des problèmes de place, où l'enfant une famille où ça se passe très bien, mais il n'y a pas la place pour l'enfant. Et justement, qui vont pouvoir les aider, même au final, par exemple, je prends l'exemple d'une jeune qui était dans la prostitution, mais aucun jeune ne le savait. Elle était très héliocentrique, c'est-à-dire que lorsqu'elle était là, tous les jeunes étaient autour d'elle. Elle arrivait vraiment à créer quelque chose que certaines jeunes, certaines jeunes en fait, lorsqu'elle était là, elles arrivaient à discuter ensemble, à être dans la cohésion. Sinon, lorsqu'elle n'était pas là, à ce moment-là, c'était là où c'était plus difficile, où les jeunes ne se parlaient pas beaucoup. Donc voilà, c'est aussi ce côté où les jeunes aussi peuvent être leaders et aider les autres jeunes. Faire le lien entre eux.
C'est ça. Et du coup, oui, au final, moi, quand je regarde par exemple les émissions Pascal le Grand-Père, juste comme ça me fait un peu grincer des dents dans le sens où je trouve ça un peu stigmatisant. Même pour vous dire, mes jeunes, elles adorent cette émission. Et quand elles regardent ça, mais elles se disent, mais c'est abusé. Enfin, elles comprennent pas en fait. Elles se sentent pas concernées du tout. Elles font pas de lien entre elles et ce qu'elles ont vécu. Parce que justement, souvent aussi, c'est des enfants qu'on a retirés très tôt. J'ai des jeunes, et souvent c'est ces jeunes-là qui sont le plus durs. C'est des jeunes qui sont placés depuis l'âge de 3 ans, qui ont fait foyer sur foyer, qui n'ont aucun lien avec personne. Parce que voilà, elles passent d'éducateur en éducateur, et ça après comment ça fonctionne un foyer, et que voilà, avant, c'est pas pareil, un éducateur, on essaie tous de faire au mieux, on donne tout ce qu'on a, mais voilà, on reste quand même un professionnel, et ça remplace jamais une mère ou un parent. Oui, bien sûr. Pascal? En fait, déjà, bravo pour ce que tu fais, parce que je sais que je te tutoie, hein, désolé, je suis un peu comme ça ne t'arrange pas. Moi, je suis en milieu ouvert, en milieu fermé. Ce que tu fais, c'est très compliqué et je pense qu'on valorise pas assez ce métier. Je le répète encore une fois, et c'est vrai que c'est un métier très difficile avec très peu de moyens. Il faut bien le préciser, il l'a dit d'ailleurs. Et encore, je pense qu'il se plaint pas beaucoup parce que sur le métier, on n'a pas le temps de se plaindre parce qu'on a d'autres choses en tête, notamment sauver un petit peu des jeunes, enfin sans faire le Superman, mais c'est un peu ça. On nous donne un peu des jeunes qui sont, comme il dit, des fois en bout de route et on nous dit bah il faut absolument faire quelque chose. Ok, sauf qu'avant il y a rien eu de fait. Par contre, au niveau de l'émission, ça juste une chose, c'est que c'est pas du tout les mêmes jeunes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même créneau. D'ailleurs, les gamins que t'as toi, on peut pas les prendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien précisé qu'on n'a pas vocation d'éducation. Je le répète encore une fois et je le dis à chaque interview. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit à tous les interviews parce que je suis éducateur spécialisé, donc je sais ce que c'est. On n'a pas vocation d'éducation. On met des rustines, nous aussi. La seule différence, c'est qu'on nous donne des moyens illimités. Donc on a vraiment aidé des jeunes. C'est pour ça qu'ils m'appellent encore aujourd'hui, qu'on a vraiment aidé et réinséré. C'était pas trop stigmatisant dans le sens où c'est pas les mêmes jeunes. C'est pour ça que je te dis. Mais effectivement, moi je me suis beaucoup posé la question et je te comprends de la télé. Quel impact ça a après? Et d'ailleurs, j'ai fait des trucs que j'ai limite pas le droit. C'est-à-dire que j'ai continué à avoir des relations avec ces jeunes au point même de me déplacer chez eux hors caméra pour aller dans le collège, pour discuter avec les gamins, parce que je les avais réinsérés à l'école, mais il y avait l'image médiatique qui était arrivée. Et il y a des gamins qui sont capables de l'assumer, et ça je le sais dès le début, dès le tournage, qui ont un très gros caractère, qui ont du charisme, qui sont sur deux, et d'autres qui sont plus fragiles. Et là, par contre, il y a un vrai travail derrière à faire. Et effectivement, si l'éducateur, moi en tout cas, le fait pas, personne ne le fait. La télé ne le fait pas. Ça, c'est la seule chose où... Oui, absolument. Voilà. Mais je comprends tout à fait ton discours. Que ça peut être compliqué, mais oui. Enfin, moi, vraiment, quand je vois ces jeunes-là, je me dis, bon... Après, voilà, j'ai plus l'impression de voir un peu une émission un peu Super Nanny, mais version adolescent, où voilà, c'est des familles qui sont en difficulté, mais qui a quand même voilà, un lien. C'est plus souvent des parents qui sont un peu... qui ne savent plus comment faire avec leur enfant, et leur enfant, voilà, qui sont en pleine crise d'adolescence. C'est ça, mais c'est des familles qu'on peut aider, je te rassure, et d'ailleurs, je le redis encore, je suis pas Superman et je l'ai toujours dit. Attention, c'est des familles qu'on peut aider. C'est pas dit qu'on va les aider, oui. Hein, mais on prend pas des familles, bien sûr, mais des familles, enfin des jeunes comme toi tu as. La chaîne m'appelle, et il y en a qui le font malheureusement pour faire de l'audimat, mais la chaîne m'appelle pour me dire tu vas voir tel jeune, il est dans telle dérive éducative. Mais moi je leur dis mais vous êtes gentils, mais je vais jamais l'aider en une semaine, donc hors de question, parce qu'on ne va pas promettre des choses qui sont infaisables. En revanche, si on avait un tant soit peu de moyens, c'est-à-dire 10% des moyens que j'avais moi à la télé dans la réalité, mais tu verrais que vous avanceriez 2 fois plus vite. Voilà, moi je vois par exemple rien que les séjours. Nous, les séjours pour Nanterre, c'est très difficile parce que voilà, pour les éducateurs, pour les moyens, tout cela. Et enfin, je vois à chaque émission, vous pouvez les amener quand même dans un cadre où vous pouvez les couper de leur quotidien et de créer justement enfin, moi je le vois quand je pars en séjour avec les jeunes, je les vois d'une autre manière, on les voit différemment. Ça va permettre de souffler pour beaucoup de jeunes et de se concentrer un peu sur leur projet. Là, quand on est dans le quotidien, comme je dis, avec toutes les problématiques, souvent aussi, ça crée quelque chose d'un peu néfaste. Et se pose la question de la réintégration dans la famille. Jérôme? Oui, Alexis, je trouve que ton métier est vraiment louable parce que moi, je vois beaucoup d'éducateurs parce que dans notre association, on se déplace dans les foyers. Alors, on est sur nous, les 3-11 ans, mais parfois, on est dans des établissements où il y a des pouponnières ou même des ados, hein, ça dépend des tranches d'âge. Ouais. Ce qu'on peut dire pour les personnes qui connaissent pas les foyers, c'est qu'effectivement, ces enfants, ils sont placés par un juge. La plupart... les parents aussi peuvent faire des placements volontaires aussi, hein, s'ils rencontrent des difficultés sociales assez importantes, mais je pense que c'est quand même un peu plus rare. Non, ça se fait beaucoup. Après, il faut savoir aussi que souvent, quand ces parents font cela, c'est aussi un repérage qui a été fait par les teachers d'enfance, et qu'à côté de ça,
souvent, lorsqu'on repère vraiment des grosses difficultés, en fait, ça passe en fait, lorsqu'ils font la demande, on appelle ça un placement administratif. C'est le fait que les parents ont demandé. Et ensuite, souvent, ça passe en judiciaire. Et là, c'est l'intervention du juge des enfants qui tranche et qui définit toutes les, la prise en charge. Voilà, quel genre de placement, voilà, bien sûr. Voilà. Et ces enfants... les parents restent quand même les responsables légaux de leurs enfants. Voilà, c'est très rare que pas des les orphelins. parents ne soient plus responsables. Oui. Et donc, ce qu'on peut expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est que donc tu parlais d'unité de vie, en fait, de petits groupes. Donc, les enfants, ils sont regroupés par tranche d'âge. Hein. La plupart du temps, c'est selon les classes qu'ils fréquentent. Ça dépend souvent du projet de l'établissement. Voilà, souvent, l'établissement va accueillir des jeunes de 14 à 21 ans. Et voilà, ça va être divisé en unités. Peut-être un 14-16 ans, des 16-18 et des 18-21. Quoique 18-21, c'est vraiment autre chose. C'est des contrats jeunes majeurs, donc souvent ils sont en autonomie. Voilà, et puis... Mais et en même temps aussi, il y a ce côté où, au niveau des budgets, c'est un peu compliqué des fois. En fait, on est payé au prix d'accueil du jour, donc c'est en fonction du nombre de jeunes qu'on a. Et si on n'est pas plein, l'association automatiquement est en déficit. Donc souvent, il y a des jeunes qui se retrouvent de 14 ans, qui se retrouvent avec des jeunes de 17-18 ans. Et alors, ça a ses côtés un peu négatifs, mais en même temps aussi, ça permet aussi aux jeunes de 17-18 ans de lui dire moi je suis passé par là où t'es passé, arrête tes bêtises et concentre-toi. Mais après, ce qui peut être intéressant par rapport au thème de l'émission, justement, c'est ces enfants, ils vont à l'école comme n'importe quel autre gamin, et donc ils sont mélangés en fait avec les autres enfants, et c'est peut-être ça qui est socialement compliqué pour eux à vivre. Je sais que parfois les enfants, ils veulent pas dire qu'ils ont un éducateur qui vient les récupérer à l'école, ils disent que c'est le frère ou le grand frère, la grande sœur. Donc ça, c'est vrai que dans le développement de l'adolescence, ça peut être compliqué et générer des situations plus complexes, parce que déjà on sait que les parents ont des difficultés, plus l'ado qui doit gérer ce placement. Enfin, c'est sûr que il peut y avoir des situations vraiment très complexes. Pascal, tu voulais peut-être dire quelque chose par rapport Non, mais ce qui me fait halluciner, c'est d'entendre ça. J'entends quand même qu'il y a un professionnel de l'éducation qui est en train de dire qu'il n'a pas les moyens. En gros, il faudrait qu'il fasse du recrutement de jeunes dehors, quoi, pour qu'après il ait des moyens pour travailler correctement. Donc en fait, après, il va dire mais du coup, c'est bien de les mettre avec les plus jeunes parce que du coup, ils ont un discours. Mais parce qu'en fait, il n'a pas le choix. C'est incroyable. Moi, j'entends des choses. Je me dis que fait l'État là-dessus? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on se dit on traitera ça plus tard, on va les mettre là, tiens décision de justice, on les met là, mais il y a peut-être pas les moyens de les accueillir correctement, mais bon, les éducateurs ils vont trouver des systèmes éducatifs pour que ça se passe bien. Non mais c'est quoi ça? C'est à eux de faire ça. Et c'est là où j'hallucine, parce que même une personne comme ça qui est dans quelque chose, dans un processus qui est hyper important, avec des jeunes qui peuvent dériver derrière, on ne donne pas vraiment les moyens en fin de compte. Et c'est grave, c'est très grave. Oui, après il y a plein de politiques qui nous font halluciner, mais voilà. En même temps, c'est les politiques, c'est tranché, on peut rien y faire. Par exemple, maintenant, en fait, ils ne veulent plus que les jeunes de 14-15 ans aillent en foyer, ils veulent les mettre en famille d'accueil, ce qui n'est pas plus mal. Et ils ont inventé un nouveau terme, c'est des jeunes en très grande difficulté. Et donc, nous, on devrait travailler avec des jeunes en très grande difficulté. C'est quoi le curseur, comme il faut? Imaginez 12 jeunes avec de très grandes difficultés qui arrivent à 16-17 ans, sachant qu'à 18 ans, la prise en charge s'arrête. On peut faire un contrat jeune majeur, mais maintenant le contrat jeune majeur, c'est seulement en fonction du projet du jeune. Il faut qu'il en ait un, il faut qu'il le tienne. Sauf que quand on arrive à 16 ans ou 17 ans et qu'on a un passif très lourd, je pense pas que l'école soit une priorité. Bien sûr. Non, mais ils ont un scanner pour gérer les enfants difficiles, très difficiles, archi difficiles. C'est très fort, les politiques. En tout cas, merci beaucoup, Alexis, de ce témoignage. Et puis, bon courage. Et puis, rassurez-vous, vous faites un excellent travail. Et c'est heureusement qu'il y a des gens comme vous qui le fassent. Bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée, Alexis. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'était effectivement Alexis. Je voulais un peu couper le moment qui c'est la technique. C'est la technique. Cartonner avec les jeunes, là, c'est bon. Le pauvre. Je vous propose une page musicale. On se retrouve juste après. On va écouter Craig David et également Marina Kaye. À tout de suite sur Nid Radio. On est ensemble jusqu'à 23h. Et voilà, on discute, on est perturbé, on discute, on est bien. L'éternel était là. Ah,
C'était Marina Kaye, merci quand même, son nouveau single qui vient de sortir en exclusivité bien sûr sur Nid Radio. On continue, nous sommes avec Pascal et je crois que nous avons un appel. Allô, allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui. Et bonjour, c'est Jessie. Bonsoir Jessie. Bonsoir. Alors, comment ça va? Coucou. Ah ben tout va bien, nous on est ensemble avec Pascal, l'émission est très intéressante parce qu'on découvre des choses et puis surtout Pascal explique bien les choses et donne des conseils, donc voilà. Et toi Jessie, alors tu nous écoutes depuis le début de l'émission, est-ce que Oui, pas forcément depuis le début, mais j'ai chopé des trucs, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse. D'accord. Parce que j'ai été aide éducateur. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai été aide éducateur. J'ai travaillé avec un public plus ou moins différent, mais avec les mêmes souffrances. Et j'ai été aussi animatrice de rue. D'accord. Voilà. Et donc c'est vrai que ces enfants en difficulté, pour moi en règle générale, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, donc il y a forcément des choses à les aider, enfin des choses à faire pour les aider à justement sortir de cette souffrance. En règle générale, quand il y a violence, il y a souffrance quelque part. Donc il faut savoir ce qui se passe et comment et comment faire pour résoudre leurs problèmes. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait l'éducateur tout à l'heure par rapport à ces chapeaux là qui conseillent, mais qui sont pas forcément de bons conseils quoi. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est que ces petits messieurs aillent un peu sur le terrain ou dans des milieux protégés, etc., où se trouvent certains enfants, et puis voir vraiment ce qui se passe pour peut-être donner des bons conseils et et aider à trouver les meilleures solutions possibles. En règle générale, c'est quand même mieux. Enfin, je trouve, à mon goût. Tu parles d'Alexis qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, c'est ça? Oui, Alexis, vous avez eu tout à l'heure. Oui. J'écoutais vraiment ce qu'il disait et c'est vrai que c'est incroyable de voir que il y a ces chapeaux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça, ou machin, ou ceci, ou cela, et c'est pas forcément les meilleures solutions, parce que de toute façon, ils connaissent pas le fond du problème, donc ils sont pas à même de pouvoir... je crois qu'on a un petit problème un peu de compréhension au studio. Est-ce que c'est par rapport ce que Alexis fait ou par rapport aux politiques? Parce que là on a un peu perdu. Non, par rapport aux politiques, pas par rapport à ce qu'Alexis fait. D'accord, non, parce que là on était un peu perdu. Je t'avouerai franchement, oui, on était un peu perdu. Vous avez perdu le fil. Non, pas perdu le fil, mais on pensait que tu étais contre Alexis, donc du coup on avait un peu de mal à comprendre. Non, au contraire, je voulais rebondir sur ce qu'il disait parce que je suis totalement d'accord avec lui. Au contraire, non, pas du tout. Moi, c'est pour ça que je dis j'inviterais un petit peu ces politiques à aller sur les terrains un peu plus et puis à voir ce qui se passe ou à rencontrer des familles qui ont des enfants où il y a des réels problèmes et puis qu'ils essayent de comprendre vraiment quoi en fait. Pascal? Mais en fait, il n'y a pas de volonté. En fait, j'adore ce qu'elle dit parce que c'est tellement vrai et ça me fait tellement mal de savoir que c'est vraiment ça, la vraie vie. Moi, je me rappelle d'un projet que j'avais fait avec des gamins qui étaient, en fait, c'était des gamins qui avaient des travaux d'intérêt généraux. Et en fait, je m'étais renseigné, j'ai dit, tiens, il y en a sur ma commune, comment ça se passe? Ah bon, on leur fait peindre des murs. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, super. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé des murs? Non, ils cassent une voiture et tout. Ok, mais ça n'a rien à voir avec... Ça répare même pas leurs problèmes. Donc j'ai dit, ok, j'ai une idée, on va faire un projet. Pendant 2 ans, j'ai fait un projet pour que ces gamins, on leur propose pendant 1 mois de travailler bénévolement pour la commune. Et c'était sur une plage avec d'autres gamins qui avaient pas d'argent pour partir en vacances. Donc c'était hyper intéressant au niveau du... Voilà. Les politiques ont eu peur et tout. Quand ça s'est bien passé, ils sont tous venus me serrer la main, dont une personne que je tais le nom, qui était ministre il y a pas longtemps, qui a fait une punchline sur l'histoire du CDD, etc. Enfin, on la connaît. Ah oui. Qui était d'ailleurs, il faut savoir qu'elle était déléguée départementale même pas 2 semaines avant, puisque je l'ai rencontrée. Je vous expose rapidement les faits. Elle vient, elle avait 15 personnes autour d'elle, des conseillers qui conseillaient rien. Elle avait des vigiles dans tous les sens. On a écrit une star américaine, alors qu'il y avait personne pour l'embêter. Elle est venue là-bas, elle a fait son tour de terrain. Elle n'a posé aucune question aux jeunes, elle n'a posé aucune question aux éducateurs. Et à la fin, j'ai un de ses conseillers qui est venu me voir pour me dire, si vous avez des idées pour elle, on prend rendez-vous. J'ai dit, mais
j'ai dit, mais tu me connais même pas, ça se trouve, je suis un bidon, tu sais même pas qui je suis. C'est-à-dire que t'es en train de demander des conseils, donc d'orienter une politique à un gars que tu sais même pas qu'est-ce qu'il fait. C'est juste parce qu'il t'a dit qu'il était travaillé avec des jeunes. J'ai dit, mais c'est dramatique. Et en fait, on est vraiment là-dedans. C'est juste, le social aujourd'hui, c'est juste une question d'acheter la paix. C'est-à-dire, on va faire du social, comme ça, on est bien vu, on est quand même des gens qui pensent au peuple, faisons du social, construisons un city-stade, ils sont contents les jeunes, construisons ça, on fait un studio mobile de musique, mais on met pas les moyens derrière pour que les jeunes puissent y avoir accès. On a demandé, c'était les parcs de skate, les skateparks. On met un skatepark, mais on n'a pas la sécurité, on ne met pas à jour le skatepark, on n'a pas de personnel sur place pour expliquer aux gamins, pour vérifier qu'ils ont les protections. On est là-dedans. On met pas les moyens. Voilà, on met pas les moyens derrière. Voilà. C'est que du paraître, c'est qu'une vitrine, en fait. C'est ça, et ça c'est bien dommage parce que je l'ai vécu aussi, donc en ayant été animatrice de rue dans un quartier chaud chez moi dans l'Aube. Bon, en plus, bien évidemment, que des Maghrébins, le public maghrébin. Moi, je m'en fous, je veux dire, voilà, ça me gêne pas de souci. Je suis arrivée, j'avais une vingtaine d'années, 27 ans, je crois. Non, même pas, 23 ans, je crois, je devais avoir. Et l'idée du directeur, à ce moment-là, c'était de placer une personne extérieure au quartier pour amener des idées neuves et amener un sang neuf, quoi, en fait, dans ce quartier. Et en se disant, je vais amener une femme qui aura peut-être des moyens un peu plus doux, quoi, de proposer, présenter, faire des choses avec eux, de sorte à les amener à s'intéresser peut-être aussi à d'autres choses. Au début, lorsque je suis arrivée, on m'a dit, toi t'es une femme, retourne chez toi, va faire à manger à ton mec et à ton fils, et laisse-nous tranquille. J'ai dit, ouais, ça je sais très bien faire, je cuisine très bien. D'ailleurs, un jour, j'aurai peut-être l'occasion de vous montrer mes talents culinaires. Mais je sais aussi jouer au foot. Et là, les gamins m'ont regardé, ils m'ont dit, d'accord, ok, alors on constitue une équipe, on te met dans les buts. Le ciel est avec moi ce jour-là, j'ai arrêté tous les ballons. Et à partir de là, les gamins sont venus me serrer la main en me disant, toi, je pense qu'on peut te faire confiance. Et au final, ces gamins, je les ai amenés à faire des ateliers photo, prise et développement photo, à s'intéresser à l'architecture, à l'historique et tout ça, à la ville de Troyes, faire pas mal de choses. J'ai réussi à leur faire écrire leur prénom sur un grain de riz avec des rotrings et à les mettre après dans des tubes. Et les offrir à leur petite sœur, à leur mère, à leur grand-mère, voilà, etc. Pour qu'ils montrent qu'ils savent faire des choses, autre chose que des conneries. Les photos et tout qu'on a fait après, à la fin des vacances, on a fait un panneau photo avec toute une explication, avec bien sûr des trucs humoristiques, machin, etc. Pour qu'ils puissent montrer à leurs parents ou à leurs grands frères. En disant voilà, on a fait ça. J'ai réussi à avoir l'accord de la mairie, à ce qu'ils nous donnent des panneaux qu'on a aménagés pour qu'ils puissent faire des graffitis. Je les ai emmenés voir des graffitis qui se faisaient par des jeunes qui faisaient de très beaux graphes. D'ailleurs, il y en avait certains qui étaient sur le magazine Graffiti, magazine qui est très connu, qui continue de fonctionner maintenant. Et voilà, et ils ont pu montrer un petit peu leurs œuvres, leurs graphes, voilà, parce que j'ai pas réussi à avoir de murs, de vrais murs, mais on a pu aménager des murs pour qu'ils puissent faire des choses aussi qui habituellement, peut-être pouvaient leur être interdites, ou alors parce qu'on dirait mais non, mais ça on peut pas parce que ceci, parce que cela, mais en étant encadrés. Ces jeunes ont fait des choses excellentes. Sur les 20 jeunes que j'ai eus à chaque période de vacances scolaires, j'en ai quand même 5 qui ont passé leur diplôme de BAFA. Mais ce qui est bien, c'est que tu es en train de dire une chose positive, c'est qu'il y a quand même un politique qui a une idée exceptionnelle. Parce qu'en général, ils préfèrent mettre des gens du quartier, comme je disais tout à l'heure, des anciens délinquants qui vont gérer les délinquants. Et là, pour une fois, ils ont fait un pari risqué, parce qu'une femme, alors je sais pas si c'était maghrébin, ou parce que tu as peut-être mélangé maghrébin et religion musulmane du fait de la femme qui a une position dans culturellement, on parle bien de culture. Et c'est vrai que souvent, ces politiques ne maîtrisent pas la culture, des quartiers, etc., de certains quartiers. Non. Ils ont amené une femme dans ce quartier-là. C'était assez osé pour moi. Mais par contre, ce qui est bien, c'est ils ont pris quelqu'un en dehors du quartier pour leur apporter quelque chose d'autre. Et je trouve que ça, c'est une idée exceptionnelle. Mais aucun politique que j'ai rencontré n'a osé faire ça. Aucun. Bon, là, c'est pas le politique, hein. Là, c'est le directeur. Le directeur. Il a réussi à imposer ça.
qui a réussi à imposer ça. Et moi, quand j'ai vu l'annonce, je me suis présentée. Voilà, en plus, j'habitais à 2 pas de à 2 pas. J'habitais à un quart d'heure à pied de ce quartier. Bon, c'est un quartier dans lequel j'allais pas forcément non plus. Et au final, c'est vrai que le fait d'aller là-bas, mais franchement, moi, ces gamins que j'ai vus qui, à un moment donné, se révoltaient, ont mis le feu parce qu'ils avaient mis en place un petit local pour les accueillir, etc. Mais c'était restreint, c'était plus pour les plus vieux, de telle heure à telle heure. Bien sûr. Donc, à un moment, ils se sont révoltés, ils ont foutu le feu, ils ont mis des adjecos en place. Ces gamins, je les ai vus complètement changé, quoi. Parce que d'ailleurs, je pense que la clé, excuse-moi, je te coupe, je pense que la clé, c'est que, en fait, ils lui ont fait confiance. Ils t'ont testé au départ, quand t'es arrivé. Ils testent toujours. Et du coup, ils t'ont fait confiance. Alors, du coup, Pascal, j'ai une question, parce que du coup, toi, tu penses pas que le fait que quelqu'un qui interviennent auprès de ces jeunes, qui soient du quartier, tu penses que c'est pas quelque chose de... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que c'est pas la seule méthode éducative. En fait, pour eux, c'est un cas de jurisprudence. T'es dans le quartier, donc ce sera plus facile de gérer des jeunes. Mais c'est pas forcément vrai. En fait, je pense qu'il faut un mélange. Je pense que c'est très important d'avoir quelqu'un qui a réussi dans le quartier, parce qu'il a vécu la même chose dans le même endroit. Il y a un argument d'autorité. Mais on faisait ça vraiment pour acheter la place sociale. Donc on prenait tous les mecs qui avaient pas de taf, vraiment, qui étaient dans le quartier, qui traînaient, qui avaient un peu un pseudo-rôle de grand frère, et on les mettait éducateurs. On disait, tu vas éduquer les jeunes du quartier. Mais non, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'envie. Ils n'ont pas de démarche. Ils n'ont pas envie de le faire, en plus. Ils le font parce que ça fait un peu de thunes. Mais voilà. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de réfléchir réellement à quelles sont les forces en présence qu'on a dans un quartier. Les utiliser. Mais je vais faire parler la politique, parce que les forces politiques, elles sont, parce que ton directeur qui a pris ces décisions, crois-moi, s'il l'a pris, c'est quelqu'un au-dessus de lui, donc un directeur, donc un responsable politique à accepter. Je peux t'assurer, hein. Tu prends pas les décisions. Oui, je pense, oui. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un politique qui avait cette, voilà. Donc c'est une idée nouvelle, et je pense que il faut inciter ces maires de ces villes qui ont un gros budget et qui font n'importe quoi avec, de leur dire, voilà, ouvrez vos yeux, il y a des quartiers, mais prenez. Maintenant, il y a des intercos. On a cette chance, on a un interco partout. Ça veut dire qu'il y a 4-5 communes avec des moyens, mais humains énormes. Et aujourd'hui, on peut les mobiliser dans une action. Par exemple, un quartier plus difficile. Il y a des villes, ils n'ont pas tous des quartiers plus compliqués que les autres. On prend les éducateurs, on fait des vraies démarches ensemble, on travaille ensemble, en corrélation, et pas forcément que des gens du quartier, des autres qui apportent un œil nouveau, autre chose. On fait sortir du quartier aussi, on arrête de t'enfermer dedans, de te mettre des cystades dans le quartier, on en met aussi en dehors et on te fait aller au centre-ville. Enfin, je veux dire, voilà, on arrête de cacher la misère entre guillemets sociale dans des quartiers, quoi. Il faut aussi les laisser sortir. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça, et c'est un petit peu ce à quoi pensait mon directeur qui était au top. Il s'est dit, on va mettre un coup de pied dans la fourmilière et on va apporter un nouveau souffle, et puis on verra bien. Et moi, je suis arrivée avec toute ma motivation, toute mon envie de faire, de montrer, de leur montrer aussi qu'ils sont capables de faire autre chose que des conneries, et en faisant en plus en faisant du sport, du foot et tout avec eux. Du coup, moi, je faisais tout. J'avais horreur du foot. Je me suis mise au foot. Le basket, ça me plaisait pas. Je me suis mise au basket. Mais voilà, il y a eu un échange. Moi, à la fin, j'étais sportif de haut niveau. J'avais 25 sports quand j'ai fait les JO. En fait, j'ai éduqué avec les JO. Le basket, je suis restée une buse. Hein. Mais le foot, il me mettait en règle générale, il me mettait dans les buts parce que j'arrêtais tous les ballons. Bravo. En tout cas, merci beaucoup Jessie pour ce témoignage, et puis on va te faire plaisir. On va te faire plaisir parce que on va t'offrir le livre de Pascal Maquin, Quand les ados prennent le pouvoir, aux éditions Le Courrier du Livre, et on va t'offrir ce livre. Voilà, il est pour toi. Avec joie, c'est génial. Par contre, c'est super sympa. Par contre, je veux pas finir sur une note négative, mais c'est vrai que maintenant, je sais que sur ce quartier, ils mettent plus des animateurs, ils ont mis des éducateurs. Voilà. En tout cas, très... 20 ans après, plus de 20 ans après, ils en sont là. Mais bon, apparemment, ça match. Après, je suis pas retournée, mais je pense que décembre, je vais retourner, je vais aller voir ma famille, et je pense que j'irai faire un tour sur le quartier, histoire de voir un petit peu... Voilà, et à ce moment-là, je donnerai des nouvelles. Merci beaucoup Jessie. Claire va prendre tes coordonnées hors antenne, et on va prendre effectivement ton adresse pour t'envoyer le livre Quand les ados prennent le pouvoir, le livre de Pascal Maquin aux éditions Le Courrier du Livre. Merci beaucoup Jessie. Bonne soirée à toi. Super, merci beaucoup, bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.
Voilà, c'était le témoignage de Jessie. On continue. Alors là, il y a eu plein d'un coup de message qui est tombé. Marie-Claire qui nous dit c'est passionnant pour donner juste des pistes positives. Je suggérais le film Tapis Rouge qui montre un éducateur spécialisé, peut faire avec des jeunes borderline, ou bien également dans le domaine de l'éducation nationale, les grands esprits. Alors là, c'est une pointe d'humour, je pense. Michel qui nous dit Pascal, il y en a combien en tout? C'est une question légitime puisqu'on est deux, sauf qu'il y en a un qui est éducateur sportif et moi je suis éducateur spécialisé. C'est la seule différence, et on a le même prénom mais on se ressemble pas trop physiquement, on n'a pas le même âge. Voilà. Autrement, il y a Grégory qui nous dit Pascal, mon idole. Il y a Laura qui nous dit je suis en foyer, j'aimerais bien qu'ils viennent voir comment ça se passe ici dans les foyers. Pour moi, je sais comment ça se passe dans les foyers. Je suis EduxP, j'ai travaillé, donc je sais ce que c'est qu'un foyer et je sais que c'est pas facile. Voilà. Autrement, on a Romain qui nous dit également Pascal, j'adore, je pense que c'est une émission instructive. Rachid qui nous dit Nin Radio au top, l'émission de Martial et Claire au top. Merci beaucoup Rachid. Merci beaucoup. Nous avons également Dounia qui nous dit Pascal, le sauveur des jeunes. Oula, c'est un bien grand mot. Donc, voilà. Tous les EduxP, ils sauvent pas les jeunes, ils éduquent. Donc, voilà. Et je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir. Marius. Marius. Alors Marius, vous nous appelez. Le thème de ce soir, vous avez vu, c'est quand les ados prennent le pouvoir. Alors est-ce que vous êtes un éducateur? Est-ce que vous êtes un ado? Ou simplement vous voulez poser une question à Pascal? En fait, pour avoir eu Pascal en tant éducateur. Un ancien. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. En fait, comme il a pu vous le dire peut-être avant, j'étais au centre aéré avec lui. C'était un de mes éducateurs. J'étais animateur à l'époque. J'étais pas éducateur, mais voilà. Et ça me fait plaisir de t'entendre en tout cas. Et il nous a beaucoup apporté. C'est vrai qu'avant il y avait des jeunes, on était des jeunes assez turbulents, il y avait des jeunes assez un peu agressifs. Et je peux dire que voilà, il nous a beaucoup apporté. Mmh. Et en fait, j'aimerais savoir si c'est grâce à ça que tu fais ce que tu fais aujourd'hui là. Alors, c'est marrant parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent Alors, Marius, c'est un gamin exceptionnel. Il n'a jamais été vraiment... Alors, quand j'ai travaillé en fait, j'étais animateur au tout départ. Et c'est là que je me suis intéressé aux enfants, un peu à leur fonctionnement. Et je me rappelle, j'avais fait CUS et Moulin de la Pointe, c'est dans le 13e. Et quand j'ai fait CUS, on m'a dit, tu vas abandonner. Je me rappelle toute ma vie de ça. Et je suis arrivé dans cette école, dans la cour, et je voyais des sacs qui passaient par-dessus ils étaient en train de se jeter des sacs. Il y avait CUS A, CUS B, il y avait 2 écoles en fait, et tout le monde abandonnait et tout. Et après, j'étais à Moulin de la Pointe, on m'a dit la même chose. On m'a dit, les gamins, tu vas voir là-bas. On avait un petit qui s'appelait Shérif, il mettait des coups de pied dans la tête des gamins et tout. Je dis, c'est quoi ces petits? Ils étaient petits, ils mettaient déjà des kicks dans la tête. C'est pas des coups de poing. Ils se tapaient vraiment, mais comme des hommes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et en fait, moi, j'étais avec mon meilleur ami qui s'appelle Isaac, avec qui on a toujours fait un peu d'animation ensemble. Aujourd'hui, lui, il est en animation, moi, je suis parti dans l'éducation. Et on a toujours dit, on va faire tout pas comme les autres en gros. On avait d'autres fonctionnements. On a dit on est dans un centre, dans une école qui est différente, avec des gamins qui sont issus de plein de milieux différents. C'est assez particulier, Moulin de la Pointe. Et on a dit on va faire autrement, c'est-à-dire qu'on va faire notre système à nous et on a créé un peu un système où on avait de l'empathie avec les jeunes. On se permettait beaucoup de choses, même eux on leur permettait beaucoup de choses, mais il y avait un profond respect. C'est-à-dire que il y avait une liberté d'action. C'est-à-dire que par exemple Marius ou Sharif à l'époque et tout, ils pouvaient faire beaucoup de choses. On leur brimait pas, on disait pas t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. On les laissait et quand ils faisaient une connerie, on leur disait on t'a laissé faire n'importe quoi là. Tu te rends compte qu'on t'a laissé faire n'importe quoi? Bah ouais, alors donc c'est n'importe quoi. Oui, et donc c'est même plus n'importe quoi au final. Et au final, on avait même un truc où on les laissait nous vanner. En fait, on disait ok, comme ils nous critiquaient et tout, on disait ok, vannez-nous. Par contre, attention, vous nous vannez, on a le droit de vous vanner. Il y a nos limites sur les vannes. Il n'y a pas de pleurs. Et donc ça partait en vanne et après il y a plus personne qui se vannait au final. Mais on était très sportifs, on jouait avec eux au foot, on prenait des défaites, on acceptait, ils avaient le droit de nous vanner, hein. Ils nous mettaient des défaites parce que le sport c'était fort. Des défaites de quoi? On était non mais arrête, laisse-moi faire croire que j'essaye les enfants gagner. Il y avait pas une basket, il y avait pas de basket sur nos têtes. Donc maintenant il est devenu fort du coup alors je vous dis juste la petite histoire rapide.
Marius, c'est un gamin, voilà, voilà, c'est toujours, les gamins que j'ai eu autour de moi dans ma vie, il y en a qui m'ont un peu marqué parce qu'ils ont une personnalité. Marius, c'est un gamin, il lâchait rien. C'est-à-dire qu'il pouvait jamais gagner contre nous au basket, c'est impossible. Moi, je faisais 1m90, mais il a jamais lâché. Et là, il est devenu très fort au basket, donc il fait un peu peur maintenant. Et il essaie de m'affronter depuis un bout et à chaque coup, on trouve pas les créneaux. Mais on va trouver. Ouais, j'espère bien. On filera ma victoire. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on a fait plein de choses avec eux, que ce soit Isaac, Pascal ou même Salem. On a fait énormément de sport. On nous a même formé un peu à la capoeira, à leur sport de taekwondo aussi. Et oui, c'était des bons souvenirs. Et voilà, je voulais aussi le remercier pour ce qu'il avait fait pour moi. Ouais, c'est gentil, merci. Ça me touche vraiment, Marius. Ça m'a beaucoup aidé. Je te donnerai 50 € comme prévu. En fait, ça s'appelle Michel. La petite larme à l'œil. Non, c'est vrai que ça me touche. C'est vrai que quand t'es un jeune, j'en ai plein. En fait, c'est marrant parce que dans l'éducation, j'en ai qui m'envoient des messages. Ils sont plus vieux maintenant. Mais dans l'animation, c'est très marrant parce que même l'animation, en fait, j'avais déjà un peu la fibre d'éducateur là, dans l'animation. On mettait des valeurs dans d'autres. On n'était pas que dans le jeu. On était vachement dans le plus profond, dans ce qu'on disait pas qu'animateur. Attention, je veux pas. C'est un métier hyper compliqué, animateur. Et très mal reconnu. Et c'est inacceptable. Ça, c'est parce qu'ils font un vrai métier. Et aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Il y a des formations. Ça devient des éducateurs. Et c'est incroyable. En fait, vraiment, ils sont pas respectés. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que notre métier, on n'était pas payé. Franchement, on était payé une misère. Sincèrement, à l'époque, je le faisais limite bénévolement. J'habitais dans le 77. J'allais jusqu'à Paris H24. On restait là-bas parce qu'on avait des pauses le midi. Il y avait des trous. Donc, on n'avait rien à faire. On était dans Paris. On faisait rien. On faisait du sport parce qu'on était sportifs. Et en fait, vraiment, ce que j'ai récupéré, c'est tous ces jeunes. Je vais maintenant, ça m'arrive, je vais dans des quartiers, je marche dans les quartiers, il y a des gamins qui ont grandi, ils ont 18-19 ans, ils se rappellent de toutes les conneries, en fait, qu'il y avait entre énorme, nous. C'est trop marrant, puis ils se rappellent de tout, même des phrases, des mots et tout. Je dis, c'est pas possible. Même moi, j'oublie. Et je dis, non, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a vraiment marqué des jeunes, parce qu'on avait vraiment, on aimait vraiment, sincèrement, on aimait vraiment les jeunes. On aimait vraiment être avec eux, on avait une vraie relation avec eux. C'était pas du fait pour un métier, voilà. C'est ça, on n'était pas maintenant on a des grandes phrases de pédagogie, on fait des projets pédagogiques, on nous demande de faire des projets, de l'animation aujourd'hui, on demande des projets d'activité, tu veux prendre un ciseau, pourquoi? Parce que l'enfant ça développe, mais laisse-le jouer. On t'a pas demandé de lui demander comme la motricité fine, c'est bon, il y a des instituts pour ça. Laisse-le jouer. Amuse-toi avec lui. Et ça, il y en a plus. Les jeunes, maintenant, les amis, ils s'assoient sur des bancs. Et ils s'amusent pas avec les gamins. Mais mon gars, joue avec des gamins, arrête de réfléchir, voilà. Et c'est ça qu'ils te demandent, c'est d'être avec eux et de délirer avec eux. Et le respect, il va se faire tout seul. J'ai jamais eu besoin de crier. Marius, il est témoin. Jamais j'ai eu besoin de m'embrouiller avec eux. Jamais. On parlait calmement, mais ils savaient très bien où étaient les limites. On n'a jamais eu besoin de les rappeler. Jamais. Et pourtant, les gamins, ils étaient speed. À Moulin de la Pointe, on avait une sacrée équipe, hein. Une belle équipe. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, je suis passé dans un quartier il y a pas longtemps et j'ai revu plein de monde qu'on était à Moulin de la Pointe et on avait reparlé de toi aussi et t'as aussi marqué leur esprit. Oh, ça fait plaisir. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce métier en tout cas. Continue comme ça et puis on va essayer. Un jour je pourrais se mettre à solo au basket. Quand tu veux. Moi je le répète devant tous les gens qui écoutent là. On est témoins. Vous pouvez même venir voir. Quand tu veux. Moi je dis voilà, tu me dis on se trouve un lieu et par contre il faudra pas pleurer. J'ai grandi, j'ai pris de la main, j'ai mangé beaucoup exprès pour toi. Je sais que t'es balèze. T'inquiète pas, j'ai trouvé une gruche ce jour-là, t'inquiète pas. Tu vas pas taper ton vieil animateur. En tout cas, merci beaucoup Marius. Ça fait plaisir, merci beaucoup et puis à très bientôt alors. Merci Patrick. Merci, au revoir. Au revoir Marius. Alors là, c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais, je pensais qu'il m'aurait vanné parce que on se vanne beaucoup. Non, mais parce que j'ai des contacts. Alors avec lui de temps en temps sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, mais j'ai des contacts et on est beaucoup dans la vanne quoi. C'est genre ouais, de toute façon t'es devenu un ringard et tout. Mais on est vachement là. On a toujours été là-dedans avec les jeunes. J'ai toujours été là-dedans. C'est-à-dire que je voulais pas être leur égal, je n'étais pas leur égal et ça c'est un truc que je déteste aussi les gens qui se me disent je suis un jeune comme vous parce que j'écoute la même musique. Moi j'écoutais pas la même musique qu'eux et j'avais pas leur âge, mais par contre je les comprenais réellement et j'avais vraiment envie de m'éclater avec eux. On faisait du foot, voilà, même si je savais pas jouer au foot, on était tout le temps là et on sortait, on était morts parce qu'on avait donné mais 200% de notre énergie pour les gamins. 200%. On comptait même pas nos heures, on sortait, des fois c'était fermé depuis 2 ans, on disait mais Pascal c'est terminé là. Ils étaient dans le quartier dehors après, ils étaient dehors devant le centre, ils étaient encore là. Ça s'arrêtait pas. On a un message de Sophie de Monaco qui nous dit bonsoir à vous, je fais une dédicace à Pascal, pour moi c'est le meilleur des éducateurs, j'ai suivi ses émissions et mon rêve c'est de le rencontrer un jour.
Merci Voilà. Sophie. Je suis pas le meilleur des éducateurs parce que il y en a des. En fait, il y a pas de curseur. En fait, les éducateurs, c'est des gens qui, je pense sincèrement, qui font un métier honorable et encore une fois, je le répète, qui est pas reconnu et c'est très triste parce que Tout je le monde pense. fait le mieux. Voilà. Et puis il y a aussi un truc que je déteste aussi et c'est bien que je le dise, c'est que pourquoi le social, on n'aurait pas le droit de gagner notre vie? Pourquoi? Parce qu'on travaille dans le social. Alors faudrait, ah bah non, bah vous êtes dans le social, donc non, bah c'est normal que vous soyez mal payé. Vous aidez les gens, c'est du bénévolat. Non, mais c'est des métiers exigeants qui demandent de l'énergie, qui demandent du temps, énormément de temps. On compte pas nos heures. On fait des diplômes qui sont exigeants. Voilà. Et voilà. Donc moi, je veux d'abord dire aux éducateurs, je suis l'éducateur médiatisé. Donc forcément, il y a des gens qui me disent c'est bien ce que tu fais, tu sauves des gens. Mais tous les éducateurs, ils sauvent des jeunes. Voilà. Il faut pas l'oublier ça. Ils sont pas à la télé, mais ils le font. C'est vrai. On a également un message d'Aurélie qui nous dit bonsoir à tous. Je rebondis sur ce que vient d'évoquer Pascal. Effectivement, le métier d'animateur est très peu valorisé. Au-delà de l'animation, on en vient à être dans le coaching, voire dans la psychologie de l'individu. Il faut être passionné. Donc, C'est tout à fait ça. Ouais, c'est totalement ça, le côté psychologique qui revient très très souvent, voire constamment en fait. C'est ça. Ouais. Je pense que tout le monde autour de la table valide. Oui, mais la raison, mais encore une fois, la raison elle est politique. Pourquoi? Parce qu'un animateur avant il était pris pour un bozo. On disait ouais c'est le clown du truc, c'est bon. Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu qu'il s'élève. Donc on a créé des diplômes professionnels, on a créé des BPGEPS, LTP où on te parle de pédagogie, de trucs, mais tu vas jamais les utiliser sur le terrain. Tu n'auras pas le temps. T'es avec des gamins, qu'est-ce que tu fais avec eux? Et on oublie la genèse, c'est-à-dire quelle activité tu fais. Comment tu la mets en place? Pourquoi tu l'as fait avec le gamin? Est-ce que tu sais te déguiser? Est-ce que tu sais chanter? Est-ce que t'as pas peur de rigoler avec eux? C'est ça la vraie animation. Et cette animation-là, elle disparaît parce que malheureusement, les animateurs, ils ont pas eu le choix parce que sinon, ils avaient pas de carrière, ils avaient pas de cadre d'emploi. Voilà, c'est tout. Tout à fait. On le redit parce qu'on l'a pas assez dit encore. Le livre de Pascal Maquin, Quand les ados prennent le pouvoir. Un peu de marketing. C'est moi. C'est moi ici. Sur la photo. C'est moi ici. Voilà, aux éditions Le Courrier du Livre. On vous le conseille. Clairement, on l'a lu et franchement, il y a vraiment des conseils. Donc dans ce livre, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous le trouvez partout. J'ai été faire pas mal de magasins, je l'ai trouvé. Donc Pascal Maquin. Vraiment, merci encore à l'éditeur qui. Voilà, qui a cru en moi. Et encore une fois, on fait pas un livre pour gagner des millions. Je vous le dis sincèrement, j'ai quasiment rien gagné. Par rapport au temps d'investissement, j'ai pas gagné d'argent. Voilà. Mais, on le fait pour partager des choses. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens, ils m'écrivent sur Facebook, ça m'arrive des gens qui me disent, voilà, des animateurs, ça m'arrive même qui l'ont lu, qui me disent, ah, je suis animateur d'un club ado, ça m'aide parce que des fois, je réagis et tout ça. C'est ça vraiment. Et cet éditeur-là, elle a misé sur moi. Eux, ils ont misé de l'argent pour le coup. Donc voilà, et je trouve ça vraiment honorable d'avoir cru en moi et d'avoir vraiment fait une diffusion comme ça aussi énorme, un réseau de distribution comme ça. Ils ont lu mon livre, ils y ont cru et ça me fait plaisir. Voilà, ça me touche vraiment. Quand les ados prennent le pouvoir, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Pascal, depuis 2010, tu as créé en fait une société donc de conseils éducatifs. C'est ça. Donc tu fais des interventions à domicile, tu fais tu gères des conflits ado-adultes. Pourquoi c'était une suite par rapport à l'éducateur spécialisé? C'était Non, en fait. Alors c'est très différent de mon métier d'éducateur spécialisé parce que je considère que je ne peux plus exercer mon métier d'éducateur spécialisé. Voilà. En tout cas, j'ai décidé de ne plus l'exercer. Pourquoi? Parce que je trouve que je ne suis pas soutenu et que je ne peux pas faire mon métier correctement. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Ou on continue à se battre contre des politiques et on n'y arrive pas et il n'y a aucune solution. Et du coup, on se fait paraître aigri dans son métier et on n'arrive plus à aider les jeunes. Ou on trouve une autre solution. Moi, la solution que j'ai trouvée, et bien avant la télé, parce que c'était en 2010, j'ai dit voilà, il y a aussi d'autres gens qui ont des problèmes avec leurs ados, qui veulent faire appel à moi en privé. Dans ce cas-là, je vais créer une société. Je suis en train de grandir mon truc. J'ai d'autres éducateurs qui sont en train de venir avec moi. Voilà. Je suis en train de créer un réseau d'éducateurs, en fait. Et alors, effectivement, c'est les gens qui me payent. Donc, forcément, c'est pas les familles qui ont des gros problèmes sociaux, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte, en fait, que ces familles-là, ils ont pas d'aide. Parce qu'en fait, eux, ils ont les moyens. Donc, on le dit, vous avez des moyens. Donc, voilà. Mais l'État va jamais intervenir. Donc, pour le coup, il y a des gros problèmes. Moi, je vais dans des quartiers, je vous jure, des quartiers riches où les gens, les gamins, 13 ans, consomment de la cocaïne. Et ça, c'est une réalité. Et je vais dans des quartiers où les parents travaillent H24 et c'est les nounous qui s'occupent des gamins, des nounous qui comprennent rien aux gamins. Et le gamin, il est en vrille à 10 ans, il est en vrille. Sans compter les gamins qui sont obèses parce que leurs parents leur manquent, sans compter les problèmes qu'on a derrière d'argent, de gamins qui ont des 5000 € par mois sur leur compte en banque qui ont 14 ans. Tout ça, on oublie de le dire, mais ça existe. Et moi, aujourd'hui, je remplis cette case. Je remplis ma case, on va dire, sociale,
dans mon association, j'ai encore une association qui est sportive, mais à travers le taekwondo, les gamins qui n'ont pas d'argent, je les ramène avec moi. Faites du taekwondo, par contre, tu deviens arbitre, tu t'occupes des gamins, je les forme comme ça. Il y a une responsabilité derrière. Voilà, c'est ça. Donc je le fais au taekwondo, mais à ma façon, à ma manière, avec mes moyens à moi. Comme ça, je sais ce que je maîtrise. Il y a personne qui me dit tu pourras pas parce que tel budget et tout. Et après, mon métier d'éducateur spécialisé, je le fais en privé, dans des familles qui ont les moyens de me financer effectivement, mais qui ont des vrais problèmes éducatifs. Et c'est une souffrance pour eux, au même titre que les autres. Et en plus de ça, eux, ils ont un autre problème qu'ont pas les autres, c'est qu'ils ont le regard des autres familles. C'est-à-dire que quand on est dans un milieu aisé, on n'a pas le droit de rater avec son enfant parce qu'on a les moyens. Oui. Et là, du coup, c'est beaucoup plus dur pour les parents d'accepter ça et d'assumer. Voilà. Et la pression pour les enfants. Oui, la pression, ça fait partie aussi des problèmes. C'est que le gamin, son frère, il est, je sais pas moi, il travaille dans la politique et lui, il a raté son brevet des collèges 4 fois, mais ses parents, ils le tuent. En fait, en gros, ils disent mais attends, toi, on a raté quoi avec toi? Bah, c'est juste que moi j'ai un parcours différent. C'est juste que je suis peut-être pas scolaire, je vais peut-être faire un CAP mécanique. Et alors, voilà. Il aurait fallu faire une émission qui dure quasiment toute la nuit. 4 heures. Jusqu'à 4 heures du matin. On fera un deuxième round dans la voilà, parce que les messages continuent. Alors j'essaie de faire la souris parce que voilà. Ah non, c'est moi qui. Ah si, c'est il y en a eu Stéphanie de Monaco qui nous dit. Sophie. Oui, non mais. Vous avez vu la connerie que je viens de dire. Le lapsus. Sophie, on s'excuse. Donc Sophie de Monaco, oui, qui dit j'en suis au milieu du livre de Pascal et je suis ses conseils en aidant aussi mes éducateurs. Voilà. Un peu attention quand même, je sais pas si t'as des éducateurs, si t'es dans un foyer ou pas, mais me fais pas. J'ai vu dans le livre de Pascal que ils vont pas t'aimer, ils vont pas m'aimer moi déjà, ils m'aiment pas trop, mais ils vont te détester. C'est pour prendre donner des leçons. Non mais c'est très gentil en tout cas, ça me touche vraiment. Et puis donc c'est pas Stéphanie de Monaco, c'est Sophie de Monaco. C'est peut-être sa sœur, ça se trouve, c'est pas. Je sais pas pourquoi je suis parti sur Stéphanie de Monaco. Parce que t'avais marqué de Monaco. Voilà, c'est les sketchs, c'est les sketchs qui sont créés. C'est vrai qu'effectivement on aurait pu faire 2 heures, même 3 heures, même 4 heures d'émission. Il y a encore des choses, mais voilà. En tout cas, merci également Jérôme de l'association Tio Story, qui fait un excellent travail et on n'en parle pas assez. Donc il faut encore le signaler. Marketing. Voilà. Je vais poster sur Facebook. Si je peux faire une petite annonce, on sera au magasin Cultura le 9 décembre dans la journée pour faire parler de notre association, le magasin qui est à Torcy, à B2, dans le centre commercial B2. Voilà, donc si vous voulez venir nous rencontrer le 9 décembre. Et merci à toi Martial parce que au-delà des messages radio que tu passes, tu es aussi venu nous voir dans notre dernière collecte et ça nous a beaucoup touché et aussi avec Claire, on sait que vous êtes vraiment investi au-delà des paroles. Et je mets régulièrement le t-shirt partout où je vais. Mais moi j'attends juste de l'avoir en fait. Alors on a une nouvelle commande. Bon, Ludovic, si tu nous entends, il y a un t-shirt à commander. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, mais je le mets vraiment partout et j'en parle aux gens quand ils me demandent. Donc merci à toi Yvan de ce que tu fais pour l'association. Merci bien sûr Claire et puis merci Lucrèce. On se retrouve de toute façon jeudi prochain pour l'émission. Et puis un grand merci à Pascal. Merci à vous, Pascal, ça m'a fait vraiment plaisir de débattre avec vous. Moi aussi, c'était un très bon moment. C'était un plaisir de te recevoir. On le redit, les fêtes de Noël arrivent, donc n'hésitez pas à l'offrir. Cadeaux les pauvres, pour vos ados, si vous n'ont pas écrit à l'école. Si tu comprends pas le message. Je tiens à dire quelque chose. Oui, c'est un très bon guide pour les parents, mais sincèrement, je pense que c'est très bien aussi pour les ados. Je pense qu'avec les parents, pas tout seul, mais avec les parents, je pense que ça peut vraiment aider et j'invite vraiment les jeunes à le lire aussi. Si on a 30 secondes, juste 10 secondes, si on a 10 secondes, il faut savoir que je voulais en faire un pour les ados, que je voulais appeler le guide pour darons d'ados en galère. Et en fait, je voulais faire un inverse avec la vision des ados en fin de compte. Bien sûr. Et j'ai pas pris le temps. Voilà. Donc maintenant, tu sais ce qu'il va faire. J'ai protégé le nom du livre, juste au cas où vous voulez le faire. Mais c'est dans les bacs, mais voilà. Pascal Maquin. Quand les ados prennent le pouvoir, aux éditions Le Courrier du Livre, on vous le conseille pour les fêtes de Noël. Faites-vous plaisir et croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez peut-être vous remettre également en question. Donc voilà, mais c'est en tout cas merci beaucoup Pascal. La semaine prochaine, mardi prochain, nous ferons une spéciale paranormale pour le mardi 31 octobre. Voilà, lumière tamisée dans les studios de Ind Radio, des effets paranormaux. Enfin voilà, ça sera une grande émission en
en direct de 21h à 23h. On va ramener des ados là pour le coup. Ouais. Effrayant pour les parents, les ados effrayants. Bonne soirée à tous. Vous retrouvez bien sûr tous vos programmes de la semaine sur Nid Radio. Moi, je vous retrouve samedi soir pour Génération 2000, donc entre 21h et 23h en direct. Et dimanche, on se retrouve également avec Claire. 80-90. 100% Génération 80-90. Avec Patrice Laffont. Et Mickaël MC qui viendront parler de leur pièce de théâtre Dernier Carton. Voilà, qui fait un carton effectivement, qui fait effectivement un carton au théâtre à Paris. On se quitte en musique. Merci beaucoup, bonne soirée, à très vite. Ciao ciao ciao. Bye. Ciao.